Et au Mexique, enfin, pas spécialement au Mexique, mais dans pas mal de pays en Amérique latine, ils ont imposé sur tous les produits contenant plus que X calories par 100 grammes et X sucre, tu vois, par 100 grammes, et le sel aussi est pris en compte, ils ont imposé d'afficher des énormes losanges qui sont genre vraiment hyper imposants, tu vois, genre ton packaging il est ruiné si tu dois mettre ces losanges dessus. Et en fait, ça dissuade quand même vachement, quoi, parce que tu prends ta bouteille de soda et tu vois genre des gros losanges d'alerte rouge en disant qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de calories, etc. Ça dissuade quand même un peu, quoi. Et en fait, ils ont été obligés de mettre ça parce que le taux d'obésité devenait beaucoup trop important. Le Mexique, il y a 30% de taux d'obésité. C'est un des pays où il y a le plus d'obèses dans le monde, mais parce que en fait, il y a eu le fléau du sucre qui a débarqué. Il y a eu deux gros problèmes. Ça a été les boissons sucrées, Coca, Pepsi, etc. Et les fast-foods. Et donc clairement, ça a eu un gros impact. Tu vois, l'augmentation du poids sur les 50 dernières années dans certains pays, c'est juste affolant. Salut Emna. Hello. Alors, tu me disais que tu étais actuellement au ski et que tu intermêles ton travail de chef d'entreprise avec l'ascension de jolies montagnes. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? C'est quoi ta routine un peu du matin qui te permet de te sentir bien et pleine d'énergie pour la journée? Ben écoute, d'habitude, je vais courir tous les matins. Je l'ai fait hier, mais c'est pas facile, hein. Courir dans la neige et en altitude, tu fais que monter et puis que descendre, mais il faut commencer par monter. Donc pas aussi simple, mais à Bruxelles, en tout cas, je vis à Bruxelles. Je cours au moins 3-4 fois par semaine. Ou si c'est pas courir, je vais faire du sport. Donc je suis une grande sportive. Là, je l'ai pas fait ce matin parce que j'avais pas mal de petites choses à faire, mais j'ai pris mon petit déj quand même, mes compléments alimentaires, mon petit smoothie protéiné. Donc tu vois, je garde ma routine normale même en vacances. Et voilà, ouais, j'ai préparé, j'ai répondu. J'aime bien prendre un petit peu de temps le matin aussi pour répondre à mes mails avant de démarrer la journée pour pouvoir mettre ça de côté. Donc j'ai fait ça juste avant de te parler. Mais il est Est-ce tôt que, encore, hein, il est 9h, donc ouais, je me suis réveillée, il était quoi, 7h30? est-ce que tu fais partie de ces gens un petit peu dépendants à leur mail qui les regardent 10 fois par jour ou bien t'as un créneau réservé le matin puis après tu arrives à t'en libérer? Écoute, ça dépend vachement des moments. Je dirais que la plupart du temps, je peux tout à fait pas regarder mes mails pendant plusieurs heures. Mais là, par exemple, on est dans une période où on a des gros projets qui sont en cours, avec des bonnes nouvelles, parfois des bonbonnes qui doivent arriver. Et donc, c'est vrai que là, je fais un suivi un peu plus poussé. Donc, je regarde mes mails, ouais, 2-3 fois par jour. Après, l'avantage ici, je suis en Suisse. Il n'y a pas tu vois, le roaming international. Et donc, ouais, une fois que je suis sur les pistes, en fait, je regarde plus mon téléphone parce que et il sonne pas, tu vois, parce que je le mets vraiment pas en mode avion, mais tu vois, en mode je désactive les données cellulaires, enfin la 3G. Et donc, une fois que je suis sur les pistes, là, je déconnecte vraiment et ça fait du bien parce que il y a pas beaucoup d'endroits en fait où tu peux vraiment déconnecter. Donc, j'aime bien partir en Suisse en vacances parce qu'au moins, tu vois, je sais que je suis tranquille. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que dans quelques années, peut-être même déjà maintenant, il va y avoir des endroits de luxe où le luxe ultime, ce sera justement ce droit à la déconnexion, où il n'y aura pas de connexion Internet. Ce sera des endroits où tu captes pas la 4G et où tu peux passer une semaine de vacances en étant vraiment préservé Ouais. de toutes les sollicitations extérieures, de la technologie, et puis te recentrer un petit peu sur, je sais pas, la nature, les relations humaines. Ah ouais, tout à fait, c'est sûr. Ça fait un bien fou, tu vois. Moi, mon père, il me dit souvent, mais Emna, t'as pas connu la vie à notre époque. On avait moins de tracas. On avait même pas le téléphone, tu vois. Il y avait les téléphones fixes et on n'utilisait pas ça du tout autant que maintenant. Donc, on profitait plus de la nature, on jouait plus, on passait plus de temps en famille, on discutait, on n'était pas tous roués sur notre téléphone. On profitait de l'instant présent et on n'était pas en train de se dire quelle photo je vais prendre pour mettre sur ma prochaine story Instagram. Enfin, tu vois, franchement, je pense que il y a eu vraiment un grand changement sur les dernières dizaines d'années en termes de, ouais, à cause de la digitalisation, etc. Donc, ouais, les modes de vie ont pas mal évolué et je pense que de temps en temps, ça fait vraiment du bien de faire une petite détox digitale. Ouais, et puis tu vois, il y a cette logique d'être pleinement conscient dans le moment présent et de pouvoir vraiment en profiter, mais il y a aussi cette perte de la capacité à s'ennuyer, parce qu'en réalité, on a toujours l'opportunité de regarder bah, justement potentiellement tes mails, Instagram ou quelque Ouais, chose sur ton ouais, tout à téléphone, fait. et tu perds vraiment, ou même des podcasts. Tu vois, moi quand je vais me promener, j'écoute souvent des podcasts ou je réponds à des notes audio. Enfin, et au final, je suis surtout pour des gens un petit peu hyperactifs comme nous, tu te retrouves à faire toujours quelque chose, T'es tout le temps sollicité. Ouais. et je pense que
enfin, je retrouve des vertus à l'ennui. Tu vois, je trouve que maintenant, je me force à avoir des moments où je vais juste marcher et où j'écoute pas de podcast, je fais rien et je laisse à mon cerveau le luxe de prendre une petite récréation, de faire des liens entre Mmh. différents points, d'émettre et de trouver de nouvelles idées, de générer un peu plus de clarté d'esprit. Et bien souvent, ça me sert énormément pour mon boulot, pour ma vie, même pour ma vie personnelle. C'est vraiment une espèce de nettoyage, on va dire, de mes idées, de connexion de ces idées entre elles. Et ça améliore mon sommeil, ça améliore plein de choses. Ouais, non, c'est sûr, mais je te rejoins à du 200 mais c'est un travail qui est pas facile à faire, tu vois? Parce que moi, que je sois, sur mon vélo, dans ma voiture, bah, tu vois, hier, j'ai été faire une ascension en ski de rando, beh, j'ai écouté le livre de Mike Horn, je sais pas si tu vois? En montant, ça me donnait un peu d'énergie. Je me disais: «Allez, Emna, si Mike Horn, il a traversé l'Antarctique, toi, tu peux bien faire ta petite ascension de quelques centaines de mètres». Mais tu vois, en démarrant, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose, quoi», tu vois? Il faut que je rentabilise mon temps. Ce qui est pas forcément une bonne chose parce que je crois que le cerveau, il a besoin de temps en temps de déconnecter. Mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui un peu dans un monde où ouais, il faut tout le temps faire quelque chose. Moi, par exemple, j'adore apprendre, tu vois, et je bosse beaucoup. Et du coup, je cherche à apprendre des choses dans mon temps libre entre guillemets. Et tu vois, je t'ai dit que je courais pas mal. Là, j'ai fait l'ascension en ski de rando et donc j'essaye d'écouter mes podcasts, d'écouter mes bouquins, etc. Dans ces moments où je suis pas en train de bosser, mais du coup, en fait, je suis H24 avec ouais, des pensées dans la tête, quoi. Et c'est rare que je me retrouve seule à seule avec moi-même, alors que je suis sûre que ça me ferait du bien. Ouais, non, mais je te rejoins tout à fait, hein. Je t'avoue que moi, ça me demande un effort conscient parce que je me suis aperçu que justement chaque minute de mes journées était rentabilisée, que ce soit les moments où, pareil, je vais courir, et cetera, où j'écoutais des choses, même mes soirées où je lis potentiellement des livres intéressants. Enfin, et au final, chaque minute, chaque seconde était millimétrée, et même les 3 minutes que je passe aux toilettes sur le pot, et ben potentiellement, je les rentabilisais à faire quelque chose. Tu vois, Ouais, je pouvais pas tu me dire, réponds vite à deux, trois mails. ouais, non, mais voilà. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport, j'en reviens à ce sujet des mails. J'en suis venu, tu vois, j'ai vraiment pris conscience que, surtout quand tu es entrepreneur, t'es énormément sollicité et tu as toujours des urgences. Tout est potentiellement urgent. Et donc, si je démarre mes journées justement par le fait de regarder mes mails, eh ben, je suis toujours en réaction à ces urgences, aux sollicitations extérieures, plutôt que de bosser sur ce qui est vraiment Ouais. important et impactant sur le long terme. Et le fait de prendre conscience de ça, m'a permis de réorganiser mes journées. Maintenant, je consacre mes matinées à ce qui est important et mes après-midi à ce qui est urgent, c'est-à-dire répondre aux mails, faire mes calls, etc. Ou même croissance personnelle, tu vois, tout ce qui est formation, apprentissage, des sujets d'exploration, de curiosité que j'ai envie de découvrir pour progresser. Tout ça, ça va être l'après-midi. Et comme ça, tu vois, si je me pose à la fin de ma journée et que je me dis, est-ce que j'ai passé une bonne journée, tu sais, parce que sinon, parfois, tu as la sensation d'avoir fait plein de choses dans ta journée, Ouais. puis le soir, en fait, tu es là et puis tu dis, mais en réalité, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai traversé ma journée, je l'ai même pas vu passer. Et là, tu vois, je peux dire, ok, bah, je sais ce sur quoi j'ai avancé, je sais que c'était important et je suis content de l'avoir fait. Et, du coup, je suis satisfait de cette journée. Et comme j'avais du mal à m'auto-discipliner pour le faire, j'ai été jusqu'à télécharger une application qui s'appelle Cold Turkey, qui permet de mettre des bloqueurs. Et donc, je bloque Skype et mes mails de 8h ou de 7h à midi, tu vois. Et du coup, je peux pas y accéder. Et si je veux désactiver le blocage, je dois réécrire une centaine de mots. Donc, ça me prend 5 minutes de réécrire tous les mots pour désactiver le blocage. Et tu vois, c'est tellement chiant que ça me permet quand même d'y accéder si vraiment j'ai besoin d'une T'en as information, besoin, etc. ouais. Tu vois. Mais la contrainte pour y accéder est suffisamment forte pour m'en dissuader la plupart du temps. Ouais, c'est pas mal ces apps. Moi, j'en ai pas, mais ouais, moi, par exemple, je touche pas à mon téléphone. Tu vois, je suis vraiment quelqu'un. J'ai mon téléphone à côté de moi, je le retourne et je peux bosser pendant des heures sans regarder mon téléphone. Alors qu'il y a certaines personnes où, ouais, elles sont vite à prendre leur téléphone, à regarder vite LinkedIn, scroller. Et en fait, tu regardes à la fin de ta journée, t'as passé 2 heures sur LinkedIn, 1 heure sur Insta, et tu te dis, mais en fait, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? C'était du temps où t'es pas très productif, quoi. Tu lis deux, trois trucs. Et donc, ouais, je pense que c'est une bonne chose de mettre des bloqueurs si t'as pas la capacité toi-même de te dire, en fait, j'y touche pas, je mets ça de côté. Après, pour les mails, c'est une autre chose parce que bon, c'est du pro.
Moi, pour le coup, j'ai par exemple désactivé les notifs, tu vois. J'ai pas de bloqueur, mais quand j'ai un mail qui rentre dans ma boîte mail, j'ai pas, tu vois, la petite notif qui dit ah Emna, t'as reçu un nouveau mail, parce que ça te rend curieux, tu vois, tu vas le voir. C'est comme nous, on utilise Slack, tu vois, comme outil pour discuter dans l'équipe. Et Slack, en fait, c'est comme si tu avais un WhatsApp. En gros, c'est un WhatsApp d'entreprise. Et le problème de Slack, c'est que tu reçois des notifs tout le temps, tu vois. Et les gens deviennent fainéants. Ils te posent des questions pour tout et n'importe quoi. Tu vois, là où avant, en fait, on rédigeait un email par semaine à son manager avec, tu vois, en condensé, on avait pris le temps de réfléchir, de structurer, etc. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une question, il envoie un Slack. Et alors, il y a des channels, donc il y a des groupes avec 50 personnes sur Slack où, tu vois, quelqu'un qui a une question, il va la poser là-dessus. Et donc, tu as 50 personnes qui se font déranger. Donc, ouais, Slack, c'est aussi pour moi un fléau, quoi. Et c'est vraiment, il faut désactiver les notifications Slack. Moi, je le fais. Et j'essaye de pas regarder trop souvent parce que sinon, en fait, t'es en train de bosser dans un truc, puis t'es pris dans un autre, et puis après, t'as perdu le fil sur la première chose sur laquelle tu bossais. Et il y a des gens qui arrivent à bien multitasker. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais il y en a où je vois dans nos équipes, ils arrivent pas du tout à faire ça, et en fait, ça les rend complètement contre-productifs. Et du coup, bah, ouais, il y a des erreurs, etc. Donc, c'est hyper important pour moi, l'organisation. Moi, je me pose même de temps en temps avec les personnes que je gère directement pour regarder un peu comment ils s'organisent. Je leur demande régulièrement, OK, quel temps tu passes sur quoi, quelles sont les problématiques que tu as, montre-moi ta to-do, et montre-moi dans quelle ordre tu priorises les choses, est-ce que c'est bien fait, pas bien fait. J'essaye d'aider un petit peu tu vois, moi j'ai la chance d'avoir un peu de recul par rapport à leur travail, et j'essaye de les aider du coup à structurer un peu mieux ça, mais c'est pas quelque chose de facile. Non, clairement. Mais déjà, ça commence par ce que tu dis. Tu vas avoir conscience de où est-ce que tu dépenses ton temps. Là, tu parlais d'1 heure sur LinkedIn, 2 heures sur Instagram, et en fait, la plupart des gens se rendent pas compte de ce Ils temps se rendent pas perdu. compte. Et, Ouais, ouais, tout à et fait. après, ils te demandent, mais comment est-ce que tu fais pour faire autant de choses dans ta journée? Bah déjà, en ayant conscience de la façon dont tu dépenses ton temps. Ouais. Et bon, on comprend assez facilement que tu as l'air d'avoir des journées trépidantes, ce qui est inhérent probablement avec le métier d'entrepreneur. Et pour autant, j'ai vu que tu avais fait, enfin, que tu aimes bien relever des défis, que tu avais fait plusieurs voyages, nager avec des tortues aux Philippines, fait un trek en Islande. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu allais courir. J'ai vu que tu avais fait un marathon à Amsterdam. Tu fais du sport tous les matins. Et je pense que ça correspond assez à une vision moderne de l'entrepreneuriat qui essaie de rétablir une forme d'équilibre entre vie pro et vie perso, alors que moi, je me suis construit plutôt avec l'idée qu'il fallait travailler 80 heures par semaine pour réussir. Et puis, pendant longtemps, je me suis perdu dans du travail à tout va et en sacrifiant tout le reste, ce qui, à mon sens, n'est pas bon d'un point de vue santé, épanouissement Ouais, personnel, non, etc., non. mais même d'un point de vue efficacité. Parce qu'en réalité, je m'aperçois que tous les moments de respiration que je m'offre me permettent d'avoir plus de clarté d'esprit, d'être un capitaine solide dans les tempêtes et donc en fait d'être plus efficace en tant que CEO. Comment est-ce que tu vois toi cette intrication de ton travail de CEO avec ton exploration du monde, ton envie de voyager, tes passions? Mais d'abord, moi, j'ai pas du tout toujours été comme ça. Quand j'ai lancé Quasi 2000, j'étais encore étudiante. Et du coup, tu vois, j'étais une étudiante assez studieuse. Donc, tu vois, j'étudiais, je passais des journées et des journées jusqu'à pas d'heure pendant mes blocus à étudier. Je réussissais pas, je me débrouillais pas trop mal. Et du coup, quand j'ai lancé ma boîte, en fait, tu vois, j'étais quelqu'un de très carré. J'étais pas encore du tout prête à être une entrepreneuse parce que j'étais très fort encore dans la théorie. Donc, j'ai beaucoup appris par moi-même, mais j'avais pas de limite. Et alors, j'avais mon petit copain à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, bossait chez McKinsey dans le conseil. Et du coup, il avait des énormes horaires. Il bossait régulièrement jusqu'à 2-3 heures du mat, ce qui m'aidait pas parce que en fait, tu vois, moi j'avais envie de l'attendre et donc je bossais aussi jusqu'à des heures pas possibles. En plus, tu vois, quand tu lances ta boîte, t'as beaucoup de stress. Alors je dis pas qu'il y en a plus aujourd'hui, mais tu vois, t'es très stressé, t'as envie que ça fonctionne, etc. Donc ouais, à la fin de mes journées, en fait, je m'écroulais. J'ai arrêté de voir mes potes, j'ai arrêté de voir ma famille. Enfin, je les voyais encore de temps en temps quand même. Je faisais plus de sport. Je mangeais limite plus, tu vois, parce que en fait, me faire à manger, ça prenait du temps. Donc, je pense que la première année, j'ai dû perdre 10 kilos, quoi. Vraiment, j'étais squelettique, j'étais comme ça. Et
Et puis après 2 ans, mon copain m'a rejoint, donc il a quitté McKinsey et il est venu travailler chez Capgemini. Et en fait, lui, il était pas du tout comme moi, quoi. Lui, c'était vraiment quelqu'un qui, bon, chez McKinsey, il avait pas le choix, il devait bosser dur, mais c'était comme ça, tu vois. Mais quand il m'a rejoint, en fait, il avait aussi envie de profiter de la vie, quoi. Et donc, c'était pas compatible avec moi qui faisait que bosser, qui avait que Capgemini en tête, etc. Et donc, il a commencé à me pousser, en fait, à pas ouvrir mon ordi samedi et dimanche, à pas réouvrir mon ordi après avoir mangé à 22h, à me pousser à refaire du sport parce que j'étais déjà une grande sportive, mais début de quasi-demi, clairement, je prenais plus le temps là-dedans, quoi. Et donc j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir quelqu'un qui m'a vraiment poussé là-dedans. Et tu vois, c'était la personne avec qui je vivais, donc j'avais pas trop le choix, quoi. Tu vois, j'allais pas lui dire, ok, va faire ton voyage tout seul et moi je reste bosser ici. Tu vois. Et puis petit à petit, en fait, j'ai apprécié ce nouveau mode de vie et je l'ai instauré moi-même, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu vois, là, je suis une semaine sans lui ouais, au ski. Tu vois, je l'ai fait sans lui, quoi. C'est pas lui qui m'a dit, ah, vas-y, etc. Donc, je suis capable de le faire moi-même aujourd'hui, mais ça a pris un peu de temps, quoi. Ça a pris du temps de réaliser qu'en fait, le sport aujourd'hui, c'est ma source. Vraiment, c'est là que je trouve mon énergie, tu vois. Et si je fais pas mon sport, en fait, dans ma journée, je sens qu'il y a un truc qui me manque, quoi. Et c'est là aussi que j'ai des bonnes idées, tu vois, que je mets mon esprit au clair. J'y vais aussi de temps en temps avec des copains, des gens de l'équipe. Donc, tu vois, parfois, je combine aussi plaisir et sport, entre guillemets. Je prends du plaisir à faire du sport, mais tu vois, c'est aussi quelque chose que je veux faire pour ma santé. Euh, et pareil pour les vacances, en fait, tu vois, c'est important de parfois pouvoir déconnecter. Et c'est parfois une bonne chose pour tes équipes aussi parce que ça les rend indépendants, tu vois. Moi, il y a pas longtemps, je me suis mariée en août, donc il y a pas très longtemps, et je suis partie en voyage de noces pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est quand même beaucoup, tu vois, quand t'es entrepreneur. Et j'ai eu une employée qui m'a dit il y a pas longtemps, tu sais, Emna, en fait, il a fallu que tu partes en voyage de noces pour lâcher un peu prise sur tous les sujets tech. C'était elle qui était responsable des sujets tech, c'est notre product owner, si tu veux. Et moi, j'étais à tous les meetings. Enfin, tu vois, la partie tech, c'est un peu mon truc depuis le début de quasi demi, et je supervisais ça, etc. Mais en fait, je lui prenais une partie de son rôle, quoi. Et donc, elle m'a dit, il a fallu que tu partes en vacances pour vraiment que moi je puisse step up et que moi je puisse en fait prendre mes responsabilités. Et t'es revenu et j'avais pris mes responsabilités, t'as pas repris complètement ton rôle, tu m'as laissé parce que t'as vu que la réorganisation fonctionnait bien, que t'avais plus forcément besoin d'être là à tous les meetings, de tout tester, enfin de tout valider, etc. Tu vois. Donc au final, c'était pour un bien, tu vois, ça fait du bien à l'entreprise. Moi, ça m'a permis de libérer du temps pour faire autre chose par la suite. Et donc, je te dis ça parce que je pense que pour tes équipes, ça leur permet parfois aussi d'être un peu autonome, de prendre parfois eux-mêmes aussi des décisions, de réfléchir à l'impact des décisions, etc. Là où, en fait, tu vois, quand tu as quelqu'un au-dessus de toi, c'est facile de pas prendre la décision. Les gens aiment pas prendre de manière générale des décisions parce que tu as souvent un risque, tu vois. Soit ça va bien fonctionner, soit ça va pas bien fonctionner, soit ça te coûte de l'argent, soit en fait tu perds en visibilité marketing. Donc tu vois, il y a toujours des trade-offs à faire. Moi, j'ai appris à les faire, mais ça m'amuse pas forcément toujours. Mais du coup, tu vois, quand tu sais que tu as un boss au-dessus de toi qui peut prendre ses décisions, bah, tu préfères. Mais quand ton boss n'est pas là et que y a un décalage horaire de 8 heures, bah, il y a un moment, c'est toi qui dois prendre les décisions, tu vois. Et donc, j'ai eu l'impression aussi que ça faisait du bien aux équipes parce que ils se responsabilisaient davantage, en fait. Donc ouais, moi j'encourage vraiment tous les entrepreneurs à pouvoir déconnecter, que ce soit pour eux, pour leur santé ou pour leurs équipes. Et j'encourage les gens à sortir aussi, tu vois, à continuer à avoir ses potes, à continuer à avoir d'autres entrepreneurs, etc. Parce que en fait, parfois les meilleures décisions que tu prends ou les meilleures idées que tu as, c'est pas forcément toi qui les as eues directement, c'est parce que tu as échangé avec un pote qui est client chez toi ou parce que tu as parlé à un autre entrepreneur qui en fait vit la même problématique, etc. Donc tu vois, moi aujourd'hui, mes semaines, c'est rare que je passe plusieurs soirées d'affilée chez moi à rien faire, quoi. Tu vois, j'adore discuter avec d'autres personnes. Je trouve que le milieu entrepreneurial est génial. Il y a plein de gens qui sont prêts à partager. C'est très bienveillant, en fait. Et donc je suis au-delà du sport, des vacances, etc. Je suis aussi, j'encourage et je personnellement fais beaucoup de choses à l'extérieur, quoi. Ouais, après, je pense que c'est un peu inhérent au processus créatif, en tout cas de création d'entreprise, où au début, tu sacrifies tout pour la lancer, parce que tu es aussi animé par cette espèce de flamme qui est capable de transporter des montagnes, et elle est tellement puissante qu'elle te consume un petit peu. Et je pense que cette énergie créatrice, elle est extrêmement précieuse et il faut en profiter, mais il faut aussi être capable
une fois que on arrive à un certain niveau, de prendre du recul, justement, de déléguer, de faire grossir l'équipe, et puis soit de se mettre, de s'extraire un petit peu de tout ça. Et j'aime bien cette image de dire que quand tu crées une entreprise, c'est un peu comme si tu donnais naissance à un champ. Au début, c'est toi qui es responsable de ce champ, et puis petit à petit, tu vas faire rentrer des personnes dans ton entreprise qui vont chacun être responsable de leur petite partie du champ. Et quand je dis responsable de leur petite partie du champ, c'est pas qu'ils apportent seulement leurs compétences, c'est qu'ils ont vraiment la responsabilité, l'autonomie dans cette partie spécifique qui leur convient. Et donc le fait, toi, de prendre 3 semaines de vacances, visiblement, leur a permis, en tout cas, de prendre vraiment conscience de cette responsabilité qu'ils avaient. Et après, bon, je te rejoins tout à fait, hein, sur le sport, l'importance du sport. Moi aussi, ça a été vraiment un game changer, notamment sur la qualité de mon sommeil. Mais la qualité de mon sommeil a changé l'énergie que j'avais pendant la journée, mon équilibre émotionnel, tout ce que j'étais capable de faire. Et donc, au final, maintenant, j'en fais tous les jours. Si ce n'est, si je fais pas une vraie séance, je vais au moins aller marcher ou autre, parce que sans ça, je me sens pas bien équilibré. Et pour les vacances, je vais tester un nouveau mode là cette année, parce que j'aime pas ne rien faire en vacances. C'est pas un concept qui me plaît. Et donc j'ai décidé cette année de partir un mois en home exchange, en me disant que potentiellement le matin on va faire des balades, se promener en famille, etc. Et puis l'après-midi je bosse, tu vois. Et donc mi-vacances, mi-travail. Et comme ça, bon, ça fait pas une vraie coupure, mais d'un autre côté, ça te laisse vraiment le temps de découvrir un nouveau pays, une autre façon de vivre, une autre culture. Et donc, ça m'excite assez. Ça m'a l'air assez chouette. Donc Ouais, non, j'ai hâte de c'est tester. génial. Je l'ai jamais fait. Et en plus de ça, tu vois, t'as souvent tendance, quand tu pars en vacances, tu payes un logement en plus du tien, etc. Et donc, les gens ont vite tendance à, ouais, pas vouloir partir ailleurs pour bosser. Alors qu'en fait, c'est génial. Tu vois, moi, là, je suis au ski. Bon, je suis invitée, on me prête un chalet, j'ai de la chance. Mais du coup, tu déculpabilises de bosser. Tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave si je Complètement. profite pas à 100%. Je peux tout à fait de temps en temps bosser, de temps en temps profiter, etc. Donc, mais Home Exchange, j'ai jamais testé et c'est vrai que ça a l'air sympa. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui en sont super contents et du coup, bah ouais, c'est du win-win et ça te coûte pas grand-chose aussi au final, quoi. Ouais, moi non plus, j'ai jamais testé, ça va être la première fois. Mais tu as tout à fait compris l'idée derrière. C'est que si tu payes tes vacances, tu te sens obligé de les rentabiliser. Ouais. Tandis que là, c'est gratuit, quoi. Mhm. Donc, ça te permet juste de vivre l'expérience d'être ailleurs, de voyager, tout en pouvant travailler. Parce que sinon, pour moi, ça pouvait être du stress parfois de me dire, OK, bah, il faut que j'arrive à caler une semaine ou 10 jours où je vais pas travailler, parce que j'ai toujours des choses en cours, des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer. Puis ça me plaît, tu vois. Euh, Et tu disais que tu avais lancé Casidomi en parallèle de tes études alors que tu étais étudiante. Comment, à 20 ans ou à 23 ans, tu te dis je vais révolutionner les magasins bio, lancer une épicerie en ligne. Enfin, tu vois, moi, extérieurement, je me dis ça nécessite à la fois de sourcer les produits, de gérer la logistique, d'avoir un site e-commerce. Enfin, il y a tellement de facteurs qui semblent compliqué et complexe que à cet âge-là, j'aurais du mal à imaginer que ça puisse être une idée viable comme premier projet entrepreneurial. Bah écoute, c'est très simple. Moi, j'avais zéro idée. En fait, je me suis lancée sans vraiment réfléchir. J'avais en tête une idée. Et je t'expliquerai un peu comment elle est arrivée après. J'avais envie d'être entrepreneur et en fait, j'étais naïve. En fait, l'avantage quand t'as une petite vingtaine d'années, j'ai commencé à bosser sur le projet. Je vais avoir 22, tu vois. Et en fait, j'avais zéro idée de ce que ça allait être. Tu vois, je savais qu'il allait falloir acheter des produits, faire un peu de logistique, etc. Mais l'ampleur, si tu veux, du travail à réaliser, euh, franchement, je savais pas, quoi, tu vois. Et il y a tellement de choses auxquelles j'ai pas pensé avant de me lancer parce qu'en fait, tu vois, j'étais étudiante aussi, donc en fait, j'étais tellement loin de la vie professionnelle et des réalités du terrain. J'étais dans mes cahiers, quoi. Tu vois, j'ai lancé Quasi Demi, je me suis retrouvée à devoir faire de la logistique, à devoir faire de l'IT, à devoir faire du marketing digital, à devoir gérer un assortiment produit, à devoir gérer un SAV. Enfin, franchement, j'avais l'e-commerce pour le coup, c'est hyper complet. Parfois, les gens ont tendance à dire ah ouais, l'e-commerce c'est facile, etc. Mais je peux te dire que c'est pas si facile. Il y a beaucoup beaucoup de sujets en un. Mais ouais, du coup, moi, j'étais assez naïve. Et alors pour la petite histoire, moi, j'ai beaucoup de chance parce que déjà, j'ai plusieurs entrepreneurs dans ma famille qui sont des self-made entrepreneurs, tu vois. Donc, ils ont vraiment lancé leur boîte eux-mêmes, hyper jeunes. En particulier mon oncle, qui est aujourd'hui aussi un de mes mentors.
Il a lancé sa boîte, pareil, tu vois, encore étudiant. Et aujourd'hui, il a 800 personnes dans sa boîte. Donc, vraiment hyper gros succès. Et c'est mon parrain aussi, tu vois. Donc, ça a été une personne qui m'a toujours raconté ses histoires depuis toute petite. Ça a été une grosse source d'inspiration. Et je me suis assez rapidement dit, ouais, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et c'était vraiment quelqu'un qui m'inspirait de par son travail, les histoires qu'il avait, son mode de vie, etc. Et donc, je me disais, ça a quand même l'air sympa. Et à côté de ça, mes 2 parents sont médecins. Et mon père est spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition. Mais mon père, c'est un peu un touche-à-tout et il s'intéresse à tout. Et donc, en fait, depuis toute petite, il disait, ouais, moi, j'adorerais un jour pouvoir ouvrir un magasin dans lequel on n'a pas besoin de regarder les compositions des produits. Il était assez, tu vois, effaré de voir quand ouais, aujourd'hui, tu vois, tous les produits, franchement, il y a beaucoup d'ultra-transformation dans les produits qu'on consomme. Il y a des conservateurs et des additifs dans tout. L'obésité, ça devient un fléau, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui le révoltait. Il m'a un peu transmis cette révolte et il me disait, il y a quelque chose à faire parce que il y a aucun supermarché en fait qui prend la santé en compte, quoi. Tu vois, les supermarchés, ils prennent le profit en compte dans la majeure partie des cas, mais la santé, en fait, ça fait pas partie des priorités. Parce qu'à partir du moment où Coca, il paye pour avoir 3 mètres carrés dans un maga et il paye des bonnes fortunes, ben, tu vois, tu dis OK et voilà, et ça fait partie un peu du modèle des supermarchés. Et des Coca, il y en a beaucoup, tu vois, des marques comme ça. Mais forcément, elles sont c'est pas bien, tu vois. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour expliquer que consommer des boissons, des sodas sucrés, en fait, c'est pas bon pour la santé. C'est un fléau dans beaucoup de pays et c'est vecteur d'obésité, etc. Et en fait, mon père me disait, enfin, il avait une grosse frustration, c'est qu'en tant que médecin, tu peux pas faire du commerce. Et donc, en fait, lui-même, si tu veux, me disait, ah ouais. Si un jour tu fais de l'entrepreneuriat, parce que je lui parlais beaucoup du fait que j'avais envie de faire, à l'époque, je disais, ouais, je veux faire comme parrain, tu vois, j'étais toute petite, hein, je devais avoir 12 ans, tu vois, c'est les premiers âges où à l'école, tu dois noter sur papier ce que tu as envie de faire plus tard, tu vois, et moi, je disais déjà entrepreneur. Et donc, mon père me disait ça, si un jour tu fais entrepreneuriat, ça pourrait être une idée, il y a vraiment quelque chose qui manque, en fait, sur le marché à ce sujet-là. Et en fait, à 18 ans, je me suis inscrite dans une école de commerce à Bruxelles en me disant, ben, je veux avoir le bagage pour devenir entrepreneur et je veux ouvrir mon supermarché de produits sains, tu vois. Donc, j'étais assez déterminée, mais hyper jeune, tu vois. Et donc, l'avantage, ça a été que pendant mes études, je me suis vraiment focalisée sur les cours liés à l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de cours où, tu vois, je me projetais déjà dans ce que j'allais devoir faire plus tard, quoi. Ce qui a été une force. Et donc, en dernière année d'études, je devais écrire une thèse. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur Casidemi. Et donc, j'ai pu faire un business plan à la place d'une thèse, tu vois, d'un mémoire un peu académique, etc. J'ai pu faire ça sur Casidemi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à pas mal réfléchir, etc. Et assez vite, je me suis dit, en fait, ouvrir un supermarché, laisse tomber. Ça va être... Déjà, c'est hyper localisé, tu vois. Je vais devoir choisir où je vais le placer. Et je vais pouvoir livrer, si je l'ouvre à Bruxelles, je vais pouvoir livrer... Enfin, il y a que des personnes à Bruxelles. Et encore, tu vois, en général, les gens se déplacent pas dans un rayon de plus de X kilomètres pour faire leurs courses. Donc, je me disais, mais moi, j'ai envie d'avoir de l'impact sur la vie des gens, quoi. Je veux vraiment améliorer leur santé de manière plus globale et pas juste, tu vois, hyper localisée, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à regarder les sujets e-commerce. Et assez vite, en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas un supermarché qu'il faut que j'ouvre. Il faut que j'ouvre un site e-commerce. Je vais pouvoir livrer partout en Europe. Je vais pouvoir avoir un assortiment de produits plus large. Le montant que je vais dépenser initialement va être beaucoup plus faible parce que je vais pas avoir besoin, tu vois, de prendre le risque de prendre des employés, parce que ouvrir un magasin, ça voulait dire prendre des employés pour gérer le magasin, pas devoir prendre le risque, tu vois, de louer une surface et d'avoir un bail où, en fait, imagine, j'ai personne dans mon magasin, qu'est-ce que j'en fais après de ce magasin. L'e-commerce avait le gros avantage d'être hyper flexible, quoi. Tu vois, moi, j'ai trouvé un logisticien pour gérer ma logistique et il m'a dit, bon, ben voilà, tu as ça comme espace au début pour les produits, mais tu peux prendre 2 fois plus d'espace si tu vends 2 fois plus, tu peux prendre 4 fois plus, tu vends 4 fois plus. Donc, c'était hyper flexible. Je payais mon logisticien en fonction du travail qu'il y avait. Alors que, tu vois, si j'avais eu des employés en magasin, ils sont là toute la journée. J'ai besoin d'avoir du personnel et qu'il y ait des clients ou pas, tu les payes. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que le projet s'est lancé. Je dirais que ça a été assez vite, en fait. Au bout de quelques mois, il y a vraiment eu
un fort intérêt de la part du marché parce que des gens qui veulent manger sainement, en fait, il y en a plein. Ils savent juste pas quoi consommer. Et donc, c'était une forme d'aide, si tu veux, et c'était une solution assez unique en Europe de proposer des produits du type de ceux qu'on vend sur Quasi Demi aujourd'hui. Ouais, franchement, la mission, elle est énorme parce que, tu vois, quand tu es passionné par la santé, le sport, la nutrition, etc., c'est facile de savoir quoi manger. Encore que je dis c'est facile, mais tu peux toujours trouver de la nuance. Mais en tout cas, c'est facile de trouver le 80-20. Et pour autant, si t'es pas hyper impliqué dans cette connaissance-là, bah, c'est pas si évident. Et il y a eu une espèce de raccourci qui s'est fait lorsque le bio est arrivé avec la mode du bio, de se dire bah c'est bio donc c'est bon. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, tu regardes les rayons bio, c'est rempli de produits ultra transformés qui sont Ouais, tout complètement à fait. pourris, quoi, bourrés de sucre, etc. Et je te rejoins tout à fait sur ton combat vis-à-vis des sodas. Mon père est mort d'une cirrhose du foie et il buvait des sodas toute la journée. Pourtant, il n'était pas spécialement obèse ni rien, tu vois, mais il détestait l'eau, donc il buvait des sodas la journée, un peu de vin le soir, et voilà, tu vois, ça lui a déglingué la santé. Et après, il a Mhm. continué à faire des erreurs. Je pense sans même en avoir conscience, tu vois. On lui a dit de plus boire de vin, donc il buvait du jus de pomme le soir. Donc Ouais, super, c'est encore pas bourré tout. de sucre, tu vois. Ouais. Il mangeait du saumon fumé ou des plats tout faits qui sont bourrés de sel alors qu'il était pas censé manger de sel. Enfin, et en fait, bon, allez, peut-être qu'il a pas suivi toutes les recommandations qu'on lui a données. Je sais pas exactement ce qui est de son fait, de ce qui est du fait de son manque de connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que avec la compréhension que j'ai aujourd'hui de la nutrition, je peux regarder la façon dont il vivait et je m'aperçois de toutes les erreurs qui l'ont condamné. Et je trouve que c'est quand même extrêmement banalisé, tu vois. Tu vas dans un rayon, je sais pas, de biscuits, de bonbons. Maintenant, j'ai une petite fille qui a 3 ans, qui a 3 ans là, et quand tu te promènes dans un magasin, et ben tous les trucs mauvais en réalité, ils arborent des couleurs chatoyantes. On dirait une fête foraine, tu vois. Tout est Ouais. fait pour t'attirer, pour te donner envie d'en Non, c'est manger, sûr. etc. Alors que quelque part, tu vois, sur les bouteilles de soda, tu pourrais avoir un écriteau. Boire du soda dessus, tu vois, comme sur Ah les oui, non, mais baguettes tout tabac, à tu vois. fait. Tout à fait. Et au Mexique, enfin, pas spécialement au Mexique, mais dans pas mal de pays en Amérique latine, ils ont imposé sur tous les produits contenant plus que X calories par 100 grammes et X sucre, tu vois, par 100 grammes, et le sel aussi est pris en compte, ils ont imposé d'afficher des énormes losanges qui sont genre vraiment hyper imposants, tu vois, genre ton packaging, il est ruiné si tu dois mettre ces losanges dessus. Et en fait, ça dissuade quand même vachement, quoi, parce que tu prends ta bouteille de soda, et tu vois genre des gros losanges d'alerte rouge en disant qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de calories, etc. Ça dissuade quand même un peu, quoi. Et en fait, ils ont été obligés de mettre ça parce que le taux d'obésité devenait beaucoup trop important. Le Mexique, il y a 30% de taux d'obésité. C'est un des pays où il y a le plus d'obèses dans le monde, mais parce que en fait, il y a eu le fléau du sucre qui a débarqué. Il y a eu deux gros problèmes. Ça a été les boissons sucrées, Coca, Pepsi, etc. Et les fast-foods. Et donc clairement, ça a eu un gros impact. Tu vois, l'augmentation du poids sur les 50 dernières années dans certains pays, c'est juste affolant, quoi, tu vois. Donc ouais, moi je suis pour dissuader, ou alors mettre, tu vois, une taxe additionnelle en fait pour tous les produits qui ont un impact négatif sur la santé. Tu vois, il y a bien des taxes plus importantes sur la cigarette. Pourquoi pas le faire ailleurs? Parce qu'au final, ça coûte aussi à la société, tu vois, derrière, hein. Tous les gens qui ont des problèmes de santé, etc., ça coûte de manière générale à la société. Donc, à un moment, il faut faire payer aussi à ces gens, tu vois. Et parfois, augmenter le prix, c'est une bonne manière de dissuader. Ouais, complètement. Bah, écoute, je trouve que ça serait un super système, notamment, parce que le problème des produits bio, et d'ailleurs, Casidomi répond peut-être en partie à ça, mais c'est d'être, souvent assez cher comparativement à un produit conventionnel. Et et dans ce contexte, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, le pot de Nutella, parce que là, actuellement, tu as ton pot de Nutella, il te coûte, je sais pas, 1,50 €. Tu as le truc, à base de purée de noisettes, de cacao, pur, et puis, je sais pas, d'un peu de sucre de canne, parce qu'il faut quand même qu'il y ait le goût sucré, sinon les gens ils l'achèteront pas. Ça va te coûter 8 € dans un magasin bio, tu vois. Donc le gap entre les deux, il semble énorme. Et tu pourrais très bien imaginer que le pot de Nutella soit taxé et donc monte à 4 € et que les 2 € permettent de subventionner de l'autre côté Ouais, le pot ouais, clairement, pour qu'au c'est final sûr. ça soit mieux équilibré. C'est clair. Bon, enfin bref, on n'est pas sur un podcast politique, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de sucre, j'ai lu quelque part que tu t'étais amusé à te lancer un défi qui était de supprimer tous Ouais. les sucres et l'alcool d'ailleurs pendant un an. Qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience? Alors, j'ai supprimé sucre et produits laitiers. Ok. Tu vois, parce que
les produits laitiers, bon, il y a l'aspect environnemental où tu vois clairement il faut qu'on réduise un peu notre consommation de tout ce qui est produits animaux. Mais les produits laitiers, il y a beaucoup de produits qui sont pro-inflammatoires et bon, il faut un peu choisir ce qu'on consomme. Mais du coup, ouais, je me suis vraiment dit, je veux faire le test, voir comment je me sens et qu'est-ce que ça m'a fait? Bah écoute, honnêtement, je me suis sentie pleine d'énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore quelque chose que j'applique, alors plus de manière aussi stricte qu'avant, mais je continue à réduire autant que possible ma consommation de produits animaux. Je mange jamais de viande, c'est vraiment, je suis devenue, je mange de temps en temps du poisson, mais rarement, j'en achète pas. Et de la viande, j'en mange plus depuis vraiment des années, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose qui me manque. Produits laitiers, du coup, bah, de temps en temps, mais assez rarement. Tu vois, mais par contre, je me permets, tu vois, là, je suis au ski, je sais que sur mon séjour, je vais me prendre une raclette sur mon séjour, tu vois. Donc, je me permets de temps en temps des petits plaisirs, mais j'essaye de plus en manger quotidiennement. Et alors, tout ce qui est sucre, j'ai complètement arrêté le sucre, donc j'en consomme de nouveau. Pour certaines occasions, tu vois, je fais beaucoup de sport. Bah, là, tu citais, j'ai fait un marathon. Bah ouais, il me fallait des gels qui sont sucrés, tu vois. Donc là, j'en prends. Mais par contre, si je veux, si je veux trouver chez moi un cookie ou, enfin, tu sais, genre n'importe quoi, un Snickers, Mars, ça n'est jamais arrivé dans mes placards, quoi. Vraiment, je n'achète pas ça parce que j'ai perdu. Bon, déjà, je l'ai jamais eu vraiment cette habitude parce que mon père faisait hyper attention à ce qu'on consommait. Et donc déjà toute petite, tu vois, chez moi, il y avait pas de Nutella, il y avait enfin, toutes les grosses marques qu'on connaît de friandises, etc. Il y avait jamais de soda. Donc j'ai jamais été très habituée au sucre. Et même encore aujourd'hui, où tu vois, je suis plus avec mon père à côté. Et à l'époque, c'était mon père ou ma mère qui faisait les courses. Même encore aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai pas dans mes placards, quoi. Et si exceptionnellement j'ai envie de me faire un petit plaisir, je vais me prendre un carré de chocolat noir, tu vois. Euh, mais euh, mais voilà, et je le vois vraiment pas comme une privation parce que c'est quelque chose qui me convient. Quand je consomme du sucre, en fait, je sens bien et j'ai fait des tests, tu vois, j'ai testé, j'ai analysé mes taux de glycémie de manière en temps réel, etc. Et en fait, je sens bien que quand je consomme du sucre, en fait, j'ai des pics de glycémie qui sont plus importants. Du coup, ben, ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai moins d'énergie, je suis plus fatiguée, j'ai une peau qui est en moins bon état, j'ai plus facilement de l'acné, des choses comme ça, alors que tu vois, si je consomme pas de sucre, pas de produits laitiers, j'en ai jamais, quoi. Donc, en fait, c'est un sentiment de bien-être global, et sans parler de l'alcool, où tu vois, pour moi, l'alcool, il y a rien à faire, en fait. Aujourd'hui, je connais personne qui me dit que s'il boit X verres de vin avant d'aller dormir, il dort aussi bien que s'il en boit pas, tu vois. Genre, franchement, moi, bon, déjà, j'ai jamais très, très fort aimé l'alcool. Et je suis belge, tu vois, en Belgique, tout le monde boit de la bière, etc. Mais moi, j'ai jamais aimé ça. Va savoir pourquoi. Mais je suis aussi, en fait, je me rends compte de l'impact de l'alcool sur la qualité du sommeil. Et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des grosses journées. Je fais du sport quasi tous les jours. J'ai pas du tout envie de me mettre mal le soir, de pas bien dormir. Et puis, en fait, le lendemain, de me traîner, etc. Parce que, en fait, la fatigue, euh, quand tu es fatigué, tu manges moins bien. Quand tu es fatigué, tu fais moins de sport. Quand tu es fatigué, tu es moins concentré. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, le sommeil, c'est hyper, hyper, hyper important, tu vois. Et un des piliers pour bien dormir, ben, c'est juste de faire attention à ce que tu consommes de manière générale pendant ta journée, que ce soit les boissons ou l'alimentation. Et donc, je dis pas de nouveau, tu vois, que je vais jamais prendre une coupe de champagne ou jamais me prendre un bon verre de vin. Mais de nouveau, je vais sélectionner. Je vais pas prendre ça tous les jours. Jamais, jamais, jamais. Mais par contre, je vais le prendre si, tu vois, il y a une chouette occasion, s'il y a un vraiment bon verre de vin, je vais me faire plaisir, mais je vais pas le prendre, tu vois, à une terrasse d'un bistrot, comme ça, tu vois, pendant mon après-midi, je vais vraiment le faire avec un bon resto, un chouette cadre, où tu vois, le lendemain, je sais que j'ai pas besoin de me réveiller super tôt et je vais pouvoir dormir un petit peu mieux, etc. Donc, en fait, je suis pas dans la privation, tu vois, mais je suis plutôt dans, en fait, je choisis les moments durant lesquels j'ai envie de me faire plaisir et le restant du temps, en fait, je me sens bien, quoi, tu vois. Et c'est vraiment pas une frustration de mon côté. Parce il y a beaucoup de gens, et je t'explique ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, se disent, oh, ouais, ça a quand même pas toujours l'air très drôle, tu manges méga sainement, tu bois pas, etc. Et en fait, je le vois pas du tout comme ça, tu vois. Je me sens vraiment, de manière générale, beaucoup mieux quand je le fais pas, tu vois. Et pour moi, il faut aussi laisser chacun choisir. À un moment, on est tous, tu vois, on est suffisamment grands.
pour décider pour soi-même. Et tu vois, moi, j'embête pas les gens, je force pas les gens à pas consommer de viande, à pas consommer de sucre, à pas boire, etc. Tu vois, je choisis ce que je veux faire pour moi. Et après, si quelqu'un me demande des informations et le pourquoi, je vais le donner, mais je vais jamais forcer quelqu'un qui vit avec moi ou qui passe une semaine de vacances avec moi à avoir exactement le même mode de vie, tu vois. Moi, ça me convient, d'autres personnes, ça leur conviendra peut-être pas. Donc, chacun doit aussi trouver, tu vois, sa juste balance. Mais je pense que c'est un bon test à faire, tu vois, parce que, en fait, une fois que tu passes un mois sans boire ou sans manger de sucre ou quoi, tu supprimes la dépendance. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'alternatives au sucre. Tu vois, il vaut mieux manger, il y a rien à faire, il vaut mieux manger un fruit ou il vaut mieux manger une purée de fruits secs ou un carré de chocolat noir qui goûte le vrai goût du cacao, autre chose, tu vois, qu'un truc hyper ultra transformé avec des faux sucres et plein de calories, etc. Tout comme il y a plein d'alternatives à l'alcool, tu vois, qui sont très sympas. Nous, on en propose déjà d'ailleurs pas mal sur Quasi Demi. Et aujourd'hui, tu vois, tu peux boire un très bon gin sans alcool, quoi. Franchement, tu vois pas la différence. On a déjà piégé des invités chez nous d'ailleurs là-dessus. Et tu vois, ils sont convaincus que c'est du vrai. En fait, non, tu vois, tout comme. Et t'as ça pour tous les alcools forts. T'as des très bonnes bières sans alcool. Et puis t'as plein d'alternatives un peu plus classiques, tu vois, des boissons infusées, des kombucha, des kéfirs et tout. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a plein de choses qui se sont développées autour du sans-alcool et des trucs vraiment sympas où t'as pas l'impression d'être, tu vois, l'outlier avec son verre d'eau, entre guillemets, tu vois, qui veut pas faire la fête, tu vois. Mais pour moi, c'est des choses qui se testent et si tu te sens mieux, pourquoi pas adapter ça. Mais je crois que c'est important d'être ouvert d'esprit, tu vois. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, tu as raison, hein, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, mal manger est devenu la norme et donc dès que tu manges en fait normalement, et ben, tu es montré du doigt, Ouais, comme si c'était quelque chose de pas fun, de pas cool, alors qu'en réalité, des produits bruts avec un peu d'huile, tu vois, par exemple, je cuis des légumes au vitaliseur, je mets un peu d'huile d'olive, un peu de sel, quelques épices, c'est délicieux, quoi. Ils sont vraiment ouais. hyper bons, tu vois, et c'est tout simple. Et on a vraiment perdu, je trouve, l'habitude de bien manger, le goût des bonnes choses. Et en réalité, c'est pas du tout une privation, c'est un vrai bonheur. Après, pour autant, je dois quand même avouer que moi, j'ai souvent dû passer par des phases extrêmes où je m'autorisais aucune flexibilité avant d'être capable d'accepter cette flexibilité dans mon système. Tu vois, comme si la charge cognitive, la charge mentale de me demander si je peux ou si je peux pas, etc., était trop importante au début. Donc au début, je suis obligé d'aller dans l'extrême. Et puis après, une fois que j'ai passé cet extrême, je suis capable d'apporter de la flexibilité et de me dire, ok, bah là, tu vois, il y a un contexte social. Je suis content, je suis avec ma famille. J'ai acheté une bonne bouteille de vin. Je vais boire un verre de vin. Et je te rejoins d'ailleurs sur l'impact du vin sur le sommeil. Moi, je l'ai mesuré par exemple avec une bague Oura ou maintenant avec un Whoop. Et je m'aperçois que ma fréquence cardiaque au Ouais. repos, elle est plus élevée après 2 verres de vin, tu vois, pendant la moitié de la nuit, que mes phases de sommeil profond sont plus courtes, etc. Et le sommeil, ça peut réellement changer le monde. Ah oui, non, c'est sûr. Même, bien sûr, tu vois, tu parlais de l'efficacité, du fait de faire du sport, de bien manger, etc. Bien sûr, ça joue là-dessus. Mais même de façon concrète dans tes rapports aux autres. Moi, je le vois directement avec mon petit générateur de chaos qui est ma fille. Et ben, je suis capable d'être le père que j'ai envie d'être, c'est-à-dire patient, attentionné, capable de l'écouter et d'avoir une relation, on va dire, horizontale avec elle, quand j'ai bien dormi et que je suis pleinement en maîtrise de moi. Par contre, si je suis crevé, ben, en fait, directement, enfin rapidement, je vais avoir tendance à m'énerver et c'est pas du tout le comportement que j'ai envie d'avoir. Donc en plus après, je vais me critiquer en me disant mais non, je voulais pas faire ça. Je suis Et pas un voilà, beau mais père. et en tout cas, je suis pas le père que j'ai envie d'être, tu vois. Mais et donc là, je le montre sous le prisme de ma fille, mais Ouais. c'est le même avec tes collaborateurs, c'est le même avec les gens que tu croises dans la rue, c'est le même avec quand t'es au volant de ta voiture et puis que t'as un gars devant toi qui avance pas et t'es en train de l'insulter de tous les noms, etc. Donc ça a un vrai impact sur toute ta vie, tu vois. Je me dis que si tout le monde dormait mieux, en réalité, potentiellement, eh ben peut-être que tout le monde serait plus bienveillant et voilà, et peut-être Ouais, que je c'est un suis petit peu sûre. bisounours, mais je pense vraiment qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Ouais, ouais. Il y a un super bouquin d'ailleurs là-dessus, Why We Sleep, pourquoi, Ouais, en français, de pourquoi, Matthew Walker. ouais, pourquoi est-ce qu'il faut dormir, en anglais en tout cas, c'est Why We Sleep, et franchement, Ouais, exceptionnel. c'est top, ça te fait vraiment prendre, ouais, réaliser à quel point, ouais, bien dormir, en fait, c'est la clé, quoi. Et sur l'alimentation aussi, hein, je te rejoins sur le fait que, tu vois, le fait de s'intéresser un petit peu à sa glycémie, à la façon dont on réagit à tel ou tel aliment. Moi, je l'ai fait aussi avec un capteur et puis j'ai fait plein de tests, j'ai testé plein de types de régimes différents et maintenant j'aime bien faire du jeûne intermittent et je mange low carb le midi, donc avec très peu de glucides. Et par contre, je mange plus de glucides le soir
après ce qui tombe après mon entraînement de sport, donc c'est assez logique aussi. Et outre l'intérêt potentiel pour la santé, il y a surtout un aspect cognitif qui est hyper puissant, Ouais. parce que le fait d'éviter d'avoir des pics de glycémie le matin ou l'après-midi, bah, ça me permet d'avoir de l'énergie et de garder une espèce Ouais. de clarté mentale, de focus toute la journée. Et ça, c'est hyper appréciable, hyper puissant. Et par le passé, j'ai une période où j'ai fait plus de sport de force. Maintenant, je suis plus sur des sports d'endurance. Et à cette période-là, je mangeais beaucoup, beaucoup de glucides. Donc, tu vois, le matin, 100 grammes de flocons d'avoine, etc. Le Ouais. midi, 100 grammes de riz sec. Au goûter, des pancakes. Le soir, de nouveau, 100 grammes de riz sec. Et au final, j'étais tout le temps lourd, tout le temps en train de digérer. Et mon énergie, elle était au ras des pâquerettes, quoi. Comparé à ce que je ressens maintenant, c'est vraiment du simple au double, quoi. Non, c'est clair que quand tu commences à adapter ton alimentation, tu le sens, tu vois. Moi, je connais personne qui m'a dit, ah, en fait, j'ai pas senti d'amélioration en choisissant ce que je mangeais quand, de manière stratégique, en réduisant ma consommation d'alcool à certains moments, etc. C'est un fait, tu vois. Aujourd'hui, ouais, la nutrition, c'est hyper important. Encore plus, je pense, qu'avant, parce que, tu vois, on consomme vraiment moins bien qu'avant. Avant, on consommait beaucoup plus de produits bruts. Et donc, on avait beaucoup plus, tu vois, on avait plus de fibres, on avait plus de nutriments, plus de vitamines. Et aujourd'hui, malheureusement, on consomme beaucoup plus de plats préparés, beaucoup plus d'aliments ultra transformés. Et en fait, ouais, le bon des aliments a été détruit, quoi. Et donc, encore plus qu'avant, il faut faire attention. Et tu disais que chez Casidomi, tu choisissais l'une de tes valeurs, c'était de choisir justement des aliments qui sont potentiellement tous sains, en plus d'être la plupart bio, ce qui permet aux gens qui font leurs courses sur cette épicerie en ligne de pas se poser de questions, de pas avoir ce doute, de se demander, de devoir lire la liste des ingrédients, etc., de devoir les scanner avec Yuka ou autre. Ils savent qu'ils sont dans un environnement de confiance. En tout cas, c'est l'idée Ouais, tout principale à fait. derrière. Tout à fait. Et je te rejoins sur ce que tu disais sur le bio. En fait, beaucoup de gens pensent que le bio, c'est sain, etc. C'est pas du tout forcément le cas. Et d'ailleurs, nous, on s'écarte dans notre communication. On communique pas sur le fait que on vend des produits bio. Nous, on communique vraiment sur le fait qu'on vend des produits sains. Et alors, clairement, un produit, il vaut mieux qu'il soit bio, parce que bio, ça veut dire que il est exempt de pas mal d'additifs, qu'il y a moins de pesticides, etc. Donc c'est mieux qu'un produit non bio, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'un produit bio est bio qu'on peut le consommer en grande quantité et qu'il est top, etc. Il y a des produits ultra transformés qui sont bio, il y a des produits qui sont bourrés de sucre qui sont bio, il y a des produits qui sont ultra caloriques qui sont bio. Il y a beaucoup de produits qui sont pas bons en fait pour la santé et qu'il faut pas consommer, dont il faut pas abuser, qui sont bio. Et donc ça vaut la peine d'aller au-delà du bio. Et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée, c'est d'aller au-delà du bio et de vraiment sélectionner les produits sur base de leur composition. Et donc en effet, il n'y a pas besoin quand tu vas sur Casidomi d'aller utiliser un Yuka, etc. Qui sont des très bons outils, mais qui ont leurs failles aussi. D'ailleurs, Yuka, je sais qu'il y a des updates qui vont être faits pour améliorer. Enfin, les Nutri-Score, etc., vont être améliorés dans le courant de l'année. Parce qu'il y a des failles, il y a des produits qui sont pénalisés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il y a des L'huile produits qui d'olive, sont par exemple. voilà, tu vois, l'huile d'olive, c'est un très bon exemple. Nutri-Score, hyper mauvais parce que c'est de l'huile. Alors que, tu vois, déjà, tu la bois pas comme ça. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Il faut consommer de l'huile. Là où les frites, tu vois, les frites, elles vont avoir un Nutri-Score hyper bon, souvent A. Mais ça considère pas le fait qu'on va les mettre dans l'huile, tu vois, dans la plupart des cas, pour pouvoir les chauffer, quoi. Et donc, en fait, c'est un produit qui est pas sain, les frites, tu vois, mais pourtant, elles ont un Nutri-Score A. Et bref, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Et nous, ce sont des personnes qui jugent, du coup, de la qualité des ingrédients. Ce sont des experts, donc ça va être des personnes spécialisées en nutrition, que ce soit des médecins, des nutritionnistes, qui vont analyser les étiquettes et qui vont valider en fait l'introduction des produits sur base des étiquettes. Donc ils vont analyser à la fois la liste des ingrédients, ils vont analyser les compositions nutritionnelles, donc glucides, lipides, protéines, etc. Et au-delà de tout ça, on analyse aussi forcément tout l'aspect environnemental, donc d'où vient le produit, quel est le producteur, est-ce que il est le plus local possible. Tu vois, il y a certains produits où on peut pas faire du local. Par exemple, un produit qu'on vend très bien, c'est du lait de coco. Malheureusement, on n'a pas de cocotier chez nous. Donc, tu vois, là, tu es obligé de prendre en l'occurrence, chez nous, c'est un produit qui vient du Sri Lanka. Par contre, tu vois, je sais pas moi, du chocolat, on pourrait très bien, allez, le chocolat est peut-être pas un bon exemple parce que le cacao vient de toute façon de l'étranger, mais
je sais pas moi, des biscuits. On peut très bien avoir des biscuits français ou des biscuits belges. On n'a pas besoin d'avoir des biscuits qui viennent des US, tu vois. Et donc voilà, on analyse aussi cette partie-là pour essayer vraiment de s'assurer que à la fois l'impact sur la santé est le meilleur possible, mais l'impact sur l'environnement est aussi le plus réduit. Et ça, c'est des humains qui le font parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui te permet de le faire 100% correctement. Et donc la promesse qu'on fait, c'est vraiment ce que vous allez trouver sur Quasi 2000. Ce sont des produits qui sont les plus sains possibles qu'on puisse trouver. Donc ça ne veut pas dire que tout est sain et que tu peux le consommer en grosse quantité. Et je m'explique. On va quand même avoir des biscuits, tu vois. On va quand même avoir une pâte à tartiner dans laquelle il va y avoir un peu de sucre, etc. Mais par contre, si tu regardes ces biscuits ou si tu regardes cette pâte à tartiner, elle va faire partie des pâtes à tartiner les plus saines du marché. Donc, elle va contenir moins de sucre, elle va peut-être être plus locale que celle que tu vas trouver en supermarché. Elle va pas contenir d'additifs, donc tu vois, on va vraiment faire un effort. Mais ce qu'on veut faire, on ne peut pas faire, c'est supprimer la pâte à tartiner. Pourquoi? Parce que le consommateur, il a l'habitude, tu vois, d'acheter une pâte à tartiner. Et si t'es trop extrême et que tu proposes pas de pâte à tartiner, en fait, ton marché, il est trop petit et il y a personne qui va acheter chez toi, tu vois. Et tu vas être vu comme la boîte où c'est vraiment genre tu te fais pas plaisir, quoi. Et c'était pas notre volonté. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir proposer, en fait, tout ce que le consommateur a l'habitude d'acheter, mais en version plus saine. Tu vois, typiquement, on va avoir des boissons sucrées, mais c'est beaucoup plus sain que tous les sodas qu'on va retrouver des grosses marques en supermarché, parce qu'elles contiennent moins de sucre. En général, c'est pas du sucre. Enfin, en général, dans 100% des cas, c'est pas du sucre raffiné. Il n'y a pas d'additifs. On fait pas de boissons avec des faux sucres, tu vois, style aspartame, etc. Donc, on va vraiment essayer, en fait, si tu veux, d'amener le consommateur vers une version plus saine du produit. Alors, clairement, il vaut mieux boire de l'eau, tu vois, ça, il n'y a pas photo. Mais par contre, derrière, celui qui a l'habitude ou qui veut de temps en temps se craquer une boisson sucrée, il peut, tu vois, il faut pas l'en priver complètement. Il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Moi, de temps en temps, je bois un kombucha et je suis très contente, tu vois. Mais dans la majeure partie des cas, je bois de l'eau. Mais quand j'ai envie de faire un truc un peu festif, quoi, clairement, je bois un truc un peu plus sympa. Mais donc voilà, notre mission, c'est vraiment d'aller proposer l'alternative la plus saine dans tout ce qu'on peut retrouver sur le marché, si tu veux. En sachant que dans tous les cas, il faut pas faire d'excès, tu vois. Si tu prends un morceau de chocolat, il faut pas manger la tablette entière, tu vois. Même si elle est bio, même si elle est plus saine que, tu vois, ta tablette de chocolat que tu vas retrouver au supermarché. Enfin, tu vois, il faut aussi un peu de bon sens dans ce que tu fais. Par contre, il y a des trucs où, ouais, en fait, de la salade, des légumes, etc. C'est clair que là, c'est des produits qui sont bruts. Au plus le produit est brut, en fait, au plus tu peux te dire, pas de souci, je peux le consommer, quoi. Donc, en fait, les produits qui n'ont pas d'étiquette, par exemple, parce que, tu vois, c'est le produit directement, ça reste les meilleurs produits pour notre santé. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais un rayon vrac qui était assez Ouais. développé. Pour être honnête, j'ai jamais commandé sur Quasi Demi, mais j'ai prévu de le faire demain, de passer ma première commande demain pour tester un petit peu. Bon, en plus, t'as Moi, l'air moi, sportif, t'as l'air de faire attention à ta santé, etc. Donc, de toute façon, moi, je faisais déjà mes courses, enfin, dans des magasins bio, ouais. la Vie Claire, et avant la Biocop, selon là où j'habite. Et puis j'ai un panier bio, etc. Et puis, je suis déjà convaincu par les trucs en ligne. Je parle souvent d'un autre site qui s'appelle pourdebon.com, qui, bon, toi, ça va pas te parler parce que tu manges pas de viande, Non, mais mais je connais bien. j'achète de la viande directement au producteur. J'arrive à avoir du bœuf bio élevé en pâturage, qui est nourri à l'herbe, qui passe sa vie dehors, avec des agriculteurs passionnés, des éleveurs passionnés qui les emmènent à un abattoir entre guillemets respectueux. Tu vois, ils ont en tout cas plus vertueux que d'autres, qui est proche du point d'élevage. Ils leur mettent même de la musique, etc., pour éviter qu'ils soient trop stressés. Tu payes ça 20 € le kilo, alors que sinon, tu vas en supermarché, tu veux prendre de la viande bio, elle te coûte 60 € le kilo. C'est hors de prix, quoi. C'est Mhm. impossible. Donc, je trouve que c'est une alternative hyper intéressante, et peut-être aussi l'occasion, j'en parle souvent, de goûter, de tester les abats. Il y en a plein il y en a qui sont difficiles d'approche, du type le foie, les poumons ou autres. Mais par contre, de la joue, du cœur de bœuf, c'est très compétitif en termes de prix parce que c'est des morceaux qui sont moins valorisés et valorisables. Et tu prépares ça en pot-au-feu ou en bourguignon, tu vois pas la différence et en réalité c'est délicieux. Donc je suis assez convaincu par l'avantage que peuvent avoir ces circuits courts, ces épiceries en ligne qui permettent à la plupart des gens d'avoir accès à des produits bio de meilleure qualité, mais aussi plus respectueux d'environnement, etc., à des prix qui sont suffisamment accessibles pour la plupart des gens.
Donc ouais, c'est assez chouette. Je fais juste une parenthèse sur le bio où tu disais tout à l'heure, ouais, il y a moins de pesticides, etc. C'est un fait, mais en plus de ça, et moi ça me semble être l'argument principal, c'est que du coup les fruits, les légumes ont dû se défendre contre les agressions et donc développent beaucoup plus d'antioxydants, de vitamines. J'ai vu une étude là qui montrait l'effondrement des statuts en micronutriments depuis 1950 à aujourd'hui. Tu vois, je crois que dans la pomme, il y a 100 fois moins de vitamine C, dans l'orange, 20 fois moins de je sais plus quoi. D'ailleurs, même Ouais, dans la viande, ouais. 2 fois moins de fer, etc. Et par Mhm. contre, le bio, c'est peut-être un des seuls une des seules filières où les légumes et les fruits et légumes sont plutôt préservés. Alors c'est assez marrant parce que tu vois, on parlait des produits ultra transformés, du sucre, et tu disais ouais, c'est mieux de manger un fruit. Je suis tout à fait d'accord, j'en consomme moi aussi. Mais si tu regardes un petit peu les chiffres, tu vois que les fruits sont de plus en plus riches en fructose, donc ils sont de plus en plus sucrés et de plus en plus pauvres en micronutriments. Donc au final, ça devient presque des produits ultra transformés qui poussent sur la plante. Et donc je Ouais, pense que il faut le bio est sélectionner, hein. potentiellement une alternative, quand Ouais. même une bonne alternative à cet égard pour manger des produits qui t'apportent vraiment des choses utiles et pas juste du sucre. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi tes produits du coup préférés sur Casidomi? Alors mes produits préférés, bon, il y a des produits que je consomme de manière très régulière, tu vois? Moi, je consomme beaucoup de légumineuses, tu vois? Lentilles, pois chiches, haricots, quinoa, enfin tous ces produits-là, j'en consomme quand même beaucoup. C'est un peu la base de pas mal de mes repas. Qu'est-ce que en produit un peu plus plaisir, un petit kombucha quasi demi, je trouve ça toujours sympa, tu vois? Et c'est vite une alternative, comme je le disais, à une bière, par exemple. Il y a un chocolat au spéculoos qui est aussi sympa si tu as envie de te faire plaisir de temps en temps. Qu'est-ce que je consomme d'autre que j'aime beaucoup? On vend des cosmétiques aussi sur Casidomi, donc j'ai quelques marques coup de cœur en cosmétiques. Donc tu vois, de nouveau, c'est des cosmétiques qui sont clean parce que en fait, tout ce qu'on met sur sa peau, ça finit aussi à l'intérieur de son corps, tu vois. Donc c'est comme la bouffe, ce que tu avales, forcément, ça finit dans ton corps, mais tu te mets une crème sur le visage, elle va aussi pénétrer et ça finit dans ton corps. Donc c'est tout aussi important, en fait, de faire attention aux compositions des produits cosmétiques. Tout comme ça l'est aussi pour les produits, c'est aussi valable pour les produits d'entretien, parce que tu les respires en fait, tu vois. Et donc si tu inhales un produit qui est toxique, c'est vraiment pas ouf, quoi. Et ça l'est encore moins si tu es enceinte, ça l'est encore moins si tu es un tout petit bébé. Donc il faut vraiment faire attention en fait à tout. Donc c'est pour ça que ouais, la majeure partie des produits qu'on trouve sur Casidomi, c'est de l'alimentaire, mais tu vas retrouver aussi les produits d'entretien, les produits cosmétiques, les produits pour animaux. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de produits pour bébés, etc. Parce que ce sont tous des produits en fait tu es susceptible de trouver des compositions qui sont pas saines aussi sur le marché. Donc fais gaffe à tout ça. Mais du coup, ouais, pour répondre à ta question, j'ai quelques marques coup de cœur en cosmétique comme Cut by Fred, qui est une marque française. Il y a Evolve que j'aime beaucoup aussi, qui fait des super chouettes produits. Et alors, qu'est-ce qui est sympa d'autre? Ouais, franchement, il y a un peu des produits dans toutes les catégories. Donc, moi, j'aime bien la diversité. Je consomme plutôt des produits bruts, tu vois. Donc, j'ai pas beaucoup de. Tu me demandes, c'est quoi tes biscuits préférés sur Quasi Demi? En fait, je sais pas. J'en ai pas consommé beaucoup, tu vois. Donc, et j'en achète pas. C'est pas les produits que je mets régulièrement dans mon panier parce que c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais par contre, ouais, tous les produits vrac, par exemple, ça, j'achète beaucoup. J'achète beaucoup aussi tout ce qui est condiments, etc. J'aime pas mal tout ce qui est produits du monde, tu vois. Donc, j'aime bien tester, faire des recettes de cuisine thaï, par exemple, asiatique. J'aime beaucoup la cuisine italienne aussi. On a des super pâtes et des super sauces tomates qu'on produit en Italie avec des petites familles productrices qui sont délicieux. Mais de nouveau, tu vois, sans additifs, la sauce tomate, si tu regardes en supermarché, tu as en général du sucre et des additifs dans tous les pots de sauce tomate. Tu vois, nous, on a fait une sauce tomate où c'est le goût de la tomate, quoi. Tu vois, t'as de l'huile d'olive et t'as de la tomate, t'as pas d'additifs, t'as pas de sel, t'as pas de sucre. Pareil pour les conserves. Tout le monde met du sel dans les conserves, mais on a une consommation qui est déjà beaucoup trop salée, tu vois, et ça entraîne beaucoup de problèmes de santé. Ben, nous, on a réussi à faire une gamme de conserves sans sel ajouté.
Et en fait, elles sont très bonnes. Tu compares ça en termes de goût à une conserve avec du sel, il n'y a pas grand-chose comme changement. Le seul changement, en fait, c'est que la durée de conservation, elle va être un peu moins longue. Au lieu de, tu vois, durer, je sais pas moi, 5 ans pour une conserve dans laquelle ils ont bourré de sel et d'additifs, la nôtre, elle va peut-être plutôt durer 1 an ou 2, tu vois. Mais voilà, il faut organiser un peu mieux tes stocks et prévoir un peu mieux tes ventes. Et tout va bien, tu vois. Mais ouais, aujourd'hui, on est dans une société où, tu vois, on produit en énorme quantité. Il faut des produits qui restent qui puissent rester dans des placards pendant des années, alors qu'on n'a pas besoin de ça, tu vois. Moi, au final, enfin, tout le monde fait ses courses une fois par semaine, tu vois. Donc, pourquoi avoir dans ces placards des produits, tu vois, avec des DLC à rallonge? On n'a pas besoin de ça. Et au plus c'est long, au plus régulièrement, ça veut dire que on a mis des additifs. C'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, c'est parce que on a mis des additifs. Et tu parlais des cosmétiques et des produits d'entretien, et c'est vrai qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Et j'ai vu une conférence passionnante d'un gars que j'ai essayé de recevoir d'ailleurs sur le podcast, qui montre justement tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a là-dedans et l'impact que ça a sur notre épigénétique. Donc vraiment sur la modulation de nos gènes, la façon Ouais. dont ils s'expriment, et surtout lorsque tu es exposé de 0 à 3 ans. Et d'ailleurs, petite parenthèse amusante, s'il en est, beaucoup de jouets pour enfants à base de plastique sont remplis de perturbateurs Ah ouais, c'est endocriniens, sûr. alors que de l'autre côté, ils font des sextoys qui sont des lignes justement garanties sans ces. Alors je sais plus quel plastique est incriminé, mais donc garanties sans ce type de plastique et perturbateurs endocriniens. Donc on laisse nos enfants sucer des jouets, jouer avec, etc. Mais ils le mettent forcément dans la bouche, machin, rempli de perturbateurs endocriniens, alors que de 0 à 3 ans, c'est là où ils sont les plus sensibles. Et par contre, une fois adulte, on fait attention dans la vente de sextoys. Enfin, c'est une Ah non, absurdité, mais et le pire, c'est que tu vois, les enfants, les bébés et tout, en général, on achète du neuf, tu vois, et on achète régulièrement. ouais, Tu vois, pour ton bébé, quand il vient de naître, en fait, t'achètes un nouveau lit, t'achètes des nouveaux jouets. Puis 2 mois après, il a un peu grandi, donc tu lui ouais, c'est achètes, tu ça. vois, des nouvelles fringues et tout. Et en fait, tu l'asperges en permanence de perturbateurs endocriniens parce que dans le neuf, en fait, c'est là qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Donc très souvent, ce qu'on dit pour si tu as envie de limiter l'impact des perturbateurs endocriniens sur ton bébé, il faut acheter soit tu achètes du neuf, mais tu le laisses pendant 6 mois aéré, ce que personne fait, tu vois. Soit tu achètes du seconde main et alors une partie des perturbateurs endocriniens auront déjà pu s'en aller, tu vois. Mais c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait, on intoxique complètement nos enfants. Ouais, j'avais jamais entendu ce conseil. Pour autant, moi, j'ai beaucoup acheté. On a beaucoup acheté sur Vinted. Parce que justement, on s'est aperçu que, voilà, tu gardes des trucs 2 mois, 3 mois, et puis après, il faut les changer. Enfin, c'est vraiment un Ouais. non-sens d'acheter du neuf, En et fait, puis c'est mieux après de pour le la laisser dans un santé. placard, quoi. Sans le Et savoir, en fait, ouais, t'as acheté des produits qui étaient mieux pour la santé de ton enfant aussi. ok, bah écoute, c'est super info. Je suis très content de le savoir. Je voulais revenir sur ton défi là, ton marathon. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu t'es entraîné? Eh ben, écoute, je me suis blessée il y a un peu moins d'1 an, c'était en avril 2023. Non, c'était je me suis rétablie en avril 2023, je me suis remise à courir en avril 2023, mais avant ça, je m'étais blessée et pendant 6 mois, j'ai pas pu courir. Je faisais du sport, mais j'avais une tendinite de la hanche, donc j'avais régulièrement mal, je me réveillais régulièrement la nuit, et cetera. Puis à un moment, en fait, il y a un coach qui m'a contactée, Physio Coaching, qui m'a contactée sur Insta et qui m'a dit écoute Emna, je suis chaude de te coacher. Je pense que tu vois le mec il cherchait un peu de visibilité, il se lançait en tant que coach. Il m'a dit je te coach pendant 3 mois gratuitement et en contrepartie en fait tu postes sur tes réseaux tes courses, t'expliques un petit peu les conseils que je te donne, etc. Et moi il a pas fallu me le demander 2 fois. Je me suis dit bah ça c'est le meilleur partenariat que je puisse avoir. Donc, j'ai dit oui direct. Mais par contre, je lui ai expliqué que j'étais encore blessée, j'avais encore un peu mal, etc. Et en fait, lui, je pense qu'il avait fait des études de kiné aussi, tu vois. Donc, il m'a dit, pas de souci, je te fais un plan d'entraînement qui est adapté avec des exercices de renforcement musculaire, etc. pour que tu puisses te rétablir. Et donc, je me suis remise à courir en avril alors que ça faisait plus de 6 mois que je pouvais rien faire, quoi. Et,
Et mon but, c'était en juin de pouvoir faire 20 kilomètres à une certaine vitesse. Et en fait, avec son plan d'entraînement, j'ai réussi à le faire. Mes douleurs sont parties, etc. Et moi, je fonctionne beaucoup au défi. J'aime bien, tu vois, me dire, bah là, tu vois, au ski, hier, j'ai vu un pic sur une montagne et je me suis dit, bon, bah, ça va être mon target aujourd'hui, tu vois. Je vais essayer de faire ça, tu vois. Donc, c'est un petit peu ce qui me drive, quoi. C'est avoir un objectif et tout faire pour essayer d'y arriver. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que, what's next, quoi. Là, j'ai fait mes 20 kilomètres, je suis repartie, etc. Et ben, dans la course, le what's next, c'est souvent, à un moment, tu as envie de faire un marathon. Et donc, je me suis inscrite au marathon d'Amsterdam, qui était en octobre, début octobre, là, il y a plus de 3 mois. Et j'ai continué à m'entraîner pendant, du coup, ben, l'été. J'ai fait 4 mois d'entraînement. C'était pas facile parce que c'était l'été, on avait pas mal de trucs un peu à gauche, à droite, tu vois, je devais bouger, j'avais mon mariage aussi, on est parti en voyage de noces au Mexique pendant 3 semaines où il faisait 35 degrés et où, tu vois, le Mexique, c'est quand même vachement, Mexico, c'est beaucoup, c'est en haute altitude, il y a plus de 3000 mètres, je pense, de dénivelé, donc c'est quand même vachement haut, donc t'as moins d'oxygène, etc. Donc c'était pas toujours les conditions optimales. Mais tu vois, j'avais vraiment cet objectif en tête. Je voulais y arriver. Et puis le début octobre, la date, le jour J est arrivé. Et j'ai fait ça avec Alain, du coup mon mari, qui en avait déjà fait et qui du coup avait dit, ben moi je le fais par plaisir, je le fais avec toi parce que sinon clairement il pouvait aller beaucoup plus vite. Et donc on l'a fait ensemble, un super rythme. J'ai pris un plaisir fou. J'arrête pas de dire qu'il faisait magnifique, alors qu'il y a eu de la grêle et de la pluie. Mais tu vois, en fait, j'étais sur une autre planète où on a eu du soleil aussi, mais c'est vrai qu'à un moment il y a eu de la grêle et tout. Mais j'en retiens, tu vois, vraiment que le soleil, les éclats de rire des gens, les gens qui crient ton nom, parce que tu vois, on avait nos noms sur les dossards, et donc tu vois, il y avait des inconnus, des centaines d'inconnus qui criaient Emna, vas-y et tout. Donc tu vois, ouais, c'est fou, quoi. Tu vois, t'as l'impression que t'as les ailes, quoi. Et alors, Alain, ce qu'il avait fait, c'est c'était mon premier marathon, donc il avait demandé à mes meilleurs potes, à ma famille, d'enregistrer des messages vocaux. Et donc pendant tous les 5 kilomètres, j'avais droit à un message vocal, tu vois, d'une personne de ma famille ou d'un de mes potes, mais des trucs genre adorables, hyper motivants. Et donc la course, si tu veux, elle s'est écoulée hyper vite. J'ai pas eu le fameux mur. Souvent on dit après 30 kilomètres, en fait, t'as un mur, et c'est vrai que en fait, après 30 kilomètres, tu vois plein de gens commencer à s'arrêter, cramper, etc. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai vraiment eu une bonne course du début à la fin. J'ai pas ralenti sur la fin et ouais, j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'étais super contente, quoi. J'ai 5 minutes après, je disais c'est quoi le prochain, quoi, tu vois. Donc c'est aussi un peu addictif. T'as envie de faire mieux, tu vois. Là, j'ai réussi à faire un marathon. Maintenant, j'ai envie de faire un marathon en faisant un meilleur temps. Donc tu vois, ouais. T'as déjà envie de faire, de faire autre chose, tu vois, de franchir tes limites. Et donc, c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. La préparation était super cool et on a fait ça entre potes, tu vois. Donc, on était tout un groupe. On allait souvent faire, moi, je me mettais des courses de 10 kills la semaine. Mais par contre, le week-end, on allait se mettre 20 kilomètres avec un petit groupe de copains. Donc, tu vois, c'était aussi une super chouette expérience à faire. C'était l'été aussi, donc il faisait relativement beau. Et puis le jour même, ouais, moi, il n'y a pas de mots, quoi. Tu vois, il faut le faire vraiment pour ressentir ce que ça fait. Mais c'est génial, tu vois. Et la fierté que tu as après des mois de travail, tu vois, d'accomplir ça, c'est ouf, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et j'aime bien le fait que tu soulignes la générosité des bénévoles qui t'encouragent. Tu vois, cette année, moi, j'ai fait une Spartan Ultra et puis la Saint-Élion, enfin la Saint-Express qui se court de nuit. Et quand tu es dans des moments un petit peu difficiles, tu as ces bénévoles qui sont vraiment bénévoles, tu vois, et leur générosité, leur sourire qui Ouais. t'applaudissent. Tu vois, je pense notamment à la Saint-Élion parce qu'il faisait nuit, il faisait froid dehors, etc. Et tu as les mecs, ils passent là toute la nuit, donc parfois il est 3 heures du mat ou 4 heures du mat, ils sont juste là pour t'encourager, t'applaudir, te donner de l'énergie. Enfin, je trouve que cette gentillesse, cette générosité, cet amour que tu lis dans leurs yeux te porte, et moi m'a touché à chaque fois énormément et a été vraiment des déterminants de la performance, ou en tout cas du fait de réussir à boucler ces épreuves.
Donc c'est cool de le souligner. Et je voulais aussi, je remarque aussi cette intelligence de ton coach là, parce que tu sais, t'as des gens qui veulent se lancer parfois dans l'entrepreneuriat ou comme coach, comme enfin à leur compte ou autre, et qui savent pas trop comment faire. Et puis ils voient que tout le monde a un compte Instagram, alors ils lancent un compte Instagram mais sans réel concept. Donc au final, ils plafonnent à 200 abonnés, un petit site internet, etc. Et voilà. Et je trouve que ce gars-là a été ingénieux en t'apportant de la valeur. Il a bénéficié aussi de Ouais, ta valeur et je pense que maintenant ça doit super bien tourner pour lui grâce à toi. Et puis toi, grâce à lui, bah, tu as réussi à atteindre tes objectifs, ouais, etc. clairement. Donc c'est vraiment le genre de deal un petit peu win-win où tout le monde y gagne et puis qui montre que ce qui est, je pense que l'une des plus belles capacités de l'humain et ce qui lui a probablement permis de rayonner et de, de réussir parmi toutes les autres espèces, c'est sa capacité incroyable à collaborer, son intelligence collective, etc. Ouais. Et donc je trouve que c'est beau d'avoir ce genre d'exemple et on peut vraiment s'en inspirer. D'ailleurs, en parlant d'entrepreneuriat, si donc, je sais pas quel âge t'as aujourd'hui, 27, un truc comme ça? 31, 31, 31. ok. Ouais. Ok, ouais, donc ça fait quand même, ça fait 8 ans que tu fais quasi demi. Ok, ça fait quand même Ouais. un moment. Ouais. C'est quoi les deux, trois principaux learnings que tu as retenus de cette aventure? Bon, c'est évidemment difficile de les résumer, d'autant plus que je sais par expérience que ça dépend. Enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est souvent ah, trop bien, oh merde. Ah, trop bien, oh merde. Ah, trop bien, oh merde. Donc, et puis à chaque étape, tu as un petit peu tes problèmes, enfin, différentes typologies de problèmes. Mais est-ce il y a quelques éléments ressources, quelques croyances ressources qui te servent au quotidien et qui ont vraiment été des game changers dans ta vie? Ouais, clairement, bon, des learnings, il y en a tout le temps, tu vois. Encore aujourd'hui, enfin, j'apprends tout le temps, tu vois. Mais je dirais que le premier learning, c'est que, en fait, il faut oser, tu vois. Moi, si à un moment je m'étais pas dit: «Go, j'y vais, je fonce», je serais jamais où je suis aujourd'hui, tu vois? Et pourtant, j'avais pas j'étais encore étudiante, tu vois? Comme je l'expliquais, j'avais aucune expérience, que ce soit en e-commerce, en retail, en logistique, en IT, enfin, je savais rien de tout ça, quoi. Donc, je pense que n'importe qui peut, avec un peu de volonté, beaucoup de volonté même, parce qu'il faut quand même beaucoup de volonté, se lancer. Et quitte à se planter, tu vois, honnêtement, c'est pas très grave de se planter. Alors, il faut se planter, il vaut mieux se planter vite pour pas perdre trop de temps. Mais en fait, c'est un apprentissage de fou, l'entrepreneuriat. Et donc, tu vois, souvent, moi, ce que je disais souvent, c'était la première année, tu vois, où je savais pas encore si ça allait fonctionner enfin, il fallait voir un petit peu si ça allait prendre. Je disais souvent, en fait, cette année-ci, elle me coûte moins cher qu'une année de MBA dans une grande école à Harvard au MIT, tu vois. Alors que j'apprends probablement plus, tu vois. Et je dis ça parce que mon mec était au MIT à ce moment-là pendant un an. Au tout début, tu vois, et en fait, j'apprenais plein de choses. Alors, je dis pas que t'apprends rien au MIT, genre c'est prestigieux comme école et pour lui c'était une expérience incroyable. Mais par contre, j'apprenais vraiment des tas de choses, tu vois. Et je me disais, en fait, ça a la même valeur entre guillemets qu'un MBA, quoi. Donc ouais, moi je dirais qu'il faut oser, que c'est pas grave de se planter et que si on n'ose pas, en fait, si on se laisse pas, à un moment, la chance, on n'arrivera jamais nulle part. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est la résilience. Il faut être résilient quand tu es entrepreneur, tu vois. Tu le disais, hein, tu as une bonne nouvelle et puis après, tu as une mauvaise. Tu vois, il y a le Covid qui arrive. Ben ouais, il faut être résilient. Tu dois adapter tes process. Puis après le Covid, en fait, tu as tes prix qui explosent à cause de l'inflation. Enfin, tu vois, c'est une montagne russe en permanence. Euh, et ouais, ça nécessite de t'adapter en permanence, de trouver des solutions, etc. Mais clairement, si t'es résilient, en fait, tu vois, à un moment, tu relativises les choses. Moi, on me dit souvent, nos employés disent souvent, ouais, Emna, je sais pas comment tu fais, tu vois, t'as l'air jamais stressée, il y a toujours une solution à tout, etc. Et il y a 5 ans, j'étais pas comme ça, tu vois. C'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à gérer le stress, j'ai appris à relativiser. Au pire, tu vois, même si ma boîte se plante, en fait, au final, ce qui compte, c'est quoi? C'est la santé, c'est, tu vois, ta famille, les proches, les gens que t'aimes, etc. J'ai 31 ans, tu vois, demain, s'il faut que je relance une boîte, je peux relancer une boîte, tu vois. Il y a plein de gens qui se sont plantés, qui ont lancé un truc, ou, tu vois, des gens qui ont vendu avec qui ça s'est bien, pour qui ça s'est bien passé, ils ont refait quelque chose plus tard, etc. Donc, je me dis, en fait, tu vois, le risque, il est pas très, très grand, tu vois, entre guillemets,
toi-même, tu te mets pas, tant que toi-même, tu te mets pas en danger ou que tu mets pas tes proches en danger ou quoi. Ouais, ta boîte, en fait, c'est qu'un métier, tu vois. C'est pas, la vie est courte, quoi, tu vois. C'est toi c'est toi et tu vois les gens que t'aimes, la chose qui est la plus importante. Et donc ouais, j'ai appris à relativiser, à trouver des solutions, à prendre du recul et probablement que je gère beaucoup mieux les problèmes aujourd'hui qu'à l'époque où tu vois c'était la panique et où j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, je pars dans une direction et puis dans l'autre, j'arrive pas à me décider, etc. Donc ça c'est une deuxième chose. Et puis le troisième gros apprentissage c'est tout ce qui est management, tu vois. Le management, il y a rien à faire, t'apprends au quotidien, quoi, tu vois. Les personnes, c'est pas des lignes de code, tu vois. Tu changes pas ta ligne de code et boum, tu vois, l'affichage est différent. Non, une personne, déjà, une personne n'est pas l'autre, tu vois. Donc, tu manages pas toutes les mêmes personnes de la même manière. Il y a certaines personnes que tu vas devoir manager beaucoup, d'autres moins. Certaines que tu vas devoir manager beaucoup sur certains sujets, moins sur d'autres. Tu vas devoir donner de la reconnaissance, du feedback à ces personnes-là, du support quand elles en ont besoin, etc. Donc, ouais, moi j'ai appris à connaître les gens en fait, tu vois, à mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, à mieux comprendre comment ouais, il faut que je me comporte avec eux, à gérer les émotions, parce que c'est hyper complexe. Et tu vois, souvent on parle d'entrepreneur, mais en fait un entrepreneur, 100% de son travail c'est de l'entrepreneuriat au début. Mais tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 50 personnes, 80% de mon travail c'est du management. Si 80% de mon travail c'était pas du management, ma boîte, elle tournerait pas, tu vois. Je peux plus être 100% entrepreneur, tu vois, et créatif et stratégique et mettre en place des trucs et tout. Il faut que je m'occupe des gens, tu vois, parce que si je m'occupe pas des gens, en fait, la stratégie, elle est pas exécutée. Les gens bossent pas sur les bonnes choses. Et tu vois, aujourd'hui, le succès de la boîte, c'est les personnes qui implémentent la stratégie, tu vois. C'est pas le concept. Si t'as pas de bonnes personnes qui sont là pour faire ton marketing, pour développer ton site, pour sélectionner ton assortiment, en fait, ton projet, il va nulle part, tu vois. Donc, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si derrière, t'as pas les bons exécutants, ça marchera pas. Et Ouais, donc, ouais, je dirais vraiment management aussi, gros learning. Et il y a un bon bouquin là-dessus qui s'appelle The One Minute Manager. Je sais pas si tu l'as lu, non. qui est tout petit en plus. Je pense que tu vois, il doit faire, je sais pas, 80 pages, donc ça se lit hyper vite, et qui explique en fait comment manager les gens de manière assez concrète. Et justement, il explique qu'il n'y a pas un type de management, qu'il faut adapter son management en fonction de chaque personne. Et ça, c'est un truc que tu vois, j'ai appris aussi avec les années, c'est que tu peux pas être le même manager avec tout le monde. Tu peux pas donner du feedback de la même manière à tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, si tu fais des tests un peu en équipe, du style MBTI ou le test des couleurs, etc., tu verras vite que toutes les personnes dans ton équipe prennent pas le feedback de la même manière, par exemple, parce qu'elles ont pas les mêmes émotions, les mêmes susceptibilité, et que en fait, tu vas devoir les coacher différemment. Et donc, ouais, ça c'est un des rôles cruciaux dès le moment où être un bon manager, dès le moment où tu commences à embaucher des gens, tu dois te dédier de l'attention à ça et apprendre à te former là-dessus, quoi. T'as fait Et tu toi peux un test? Ouais, pardon, vas-y. et tu peux demander du feedback aux personnes avec qui tu bosses, tu vois, parce que moi, j'ai personne au-dessus de moi pour me dire, ah, Emna, aujourd'hui, on va faire ta session feedback, voilà comment tu bosses, etc. Donc, tu vois, moi, ce que je fais régulièrement, c'est, bon, déjà, je me fais évaluer une fois tous les 6 mois, et c'est des formulaires d'évaluation anonyme, pour pas, tu vois, parce que souvent, les équipes, sinon, elles ont du mal à, tu vois, Ouais, à te clairement. dire, Je le faisais te aussi, ouais. donner du feedback. Et puis après, les managers avec lesquels, tu vois, j'ai une bonne relation, ben, régulièrement, je leur dis, bon, ben, qu'est-ce que tu penses, quoi? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont pas plu? Et en fait, c'est comme ça que tu apprends, quoi. Et tu as plein de bonnes choses qui ressortent de ça, quoi. Et il faut par contre être ouvert au feedback, tu vois, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont pas du tout ouvertes, qui demandent du feedback, et puis en fait, tu vois, qui se justifient. Il faut aussi apprendre, en fait, à prendre le feedback et à prendre les ressentis des gens et essayer de voir comment tu peux les améliorer. Et tu parlais des tests de personnalité, c'est un outil que tu utilises toi à titre personnel et puis pour tes équipes? Alors ouais, on l'a fait, et c'est marrant parce que bon, on a fait les deux, on avait fait MBTI et le test des couleurs, je sais plus quel est le nom, mais tu vois, c'est un test où tu réponds à toute une série de questions et puis chaque personne a des couleurs. Euh, c'est marrant parce que le test des couleurs, il a un peu créé des clans, tu vois, dans l'équipe. Autant MBTI, tu vois, t'as quatre lettres, je pense. Ouais, 4 lettres. Et donc, t'as pas forcément, tu vois, des groupes bien distincts. Autant le test des couleurs, en fait, il y avait le clan des jaunes, le clan des rouges. Et tu vois, les rouges, par exemple,
la plupart des managers, moi comprise, on était rouges, tu vois. Et donc, à un moment, pour rire, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, les rouges, c'est les boss, c'est les meilleurs, etc., tu vois. Mais en fait, ça a été méga mal pris par le clan des jaunes. Enfin, tu vois, ça avait créé un peu une atmosphère bizarre. Et donc, on a dit, OK. On avait même mis, tu vois, chacun avait sa couleur sur son bureau. Tu vois, il avait une espèce de sticker jaune, rouge, vert sur son bureau. Et à un moment, moi, j'ai dit, OK, on supprime tout ça. Ouais. C'est devenu un peu malsain. Donc, je suis peut-être qu'on l'a pas bien, tu vois, communiqué, géré, etc. Mais je préfère le test MBTI qui est aussi un peu plus complet que ce test des couleurs, bien que, tu vois, ça peut être pas mal. Après, c'est peut-être quelque chose que tu peux garder aussi. T'es pas obligé de l'afficher, tu vois. Ah, toi, t'es jaune, toi, t'es rouge dans toute ton équipe. Tu peux aussi le faire de manière un peu plus discrète, le donner au manager pour que chaque manager, en fait, sache comment il doit interagir avec la personne. Mais donc, ouais, il suffit pas juste de faire le test, tu vois. Pour moi, c'est important. Ça a été un des apprentissages. Mais ce test des couleurs, on l'a fait, je pense, ouais, ça doit faire 5 ans, 6 ans qu'on l'a fait. Et un des apprentissages de ça, c'est que le test est tout aussi important que le process derrière pour pouvoir utiliser les résultats du test, quoi. Ouais, parce que là, du coup, ça avait un petit peu cloisonné, sous-entendu, il y a tel clan qui est meilleur que l'autre, et une forme de compétition, alors qu'en réalité, il y a Il n'y cette a pas forme de... il y Ouais, a cette forme d'intelligence différente, et l'intelligence collective, c'est précisément la somme de ces intelligences. tout à Donc, fait. si t'es que Ouais, entre pairs, entre guillemets, et ben, tu vas toujours avoir le même type d'idée, tandis que quand t'apportes, d'ailleurs, il y a une étude hyper intéressante qui a essayé de mettre des gens avec des tests de QI très élevés travailler ensemble, et d'autres qui répartissaient de façon relativement équitable des QI un peu, enfin super élevés, puis un peu moins élevés, puis un peu moins élevés, etc. Et en réalité, la diversité de solutions et la créativité et la qualité des solutions proposées à des problèmes étaient bien meilleures dans le groupe diversifié, avec plusieurs types d'intelligence et niveaux d'intelligence, entre guillemets, j'aime pas dire niveau d'intelligence, mais c'est pour qu'on comprenne l'idée, que ceux, on avait mis que les génies ensemble. Et les génies ouais, ensemble, en mais c'est fait, sûr. ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. C'est clair, il faut de la diversité, c'est sûr. Tu vois, nous, on a besoin de personnes créatives. Moi, je suis pas quelqu'un de très artistique slash créatif, tu vois, dans le sens, ouais, moi, je sais dire quelque chose, je sais dire si quelque chose est beau. Enfin, si quelque chose me plaît, tu vois. Si, par exemple, quelqu'un me présente un nouveau produit de la marque Asidemi, je peux dire, ah, j'aime bien le design ou je l'aime pas. Mais par contre, aller le faire, moi, clairement, j'ai pas cette fibre, tu vois, créative, artistique, où je vais venir avec une bonne idée pour le faire, etc. Tu vois, là où j'ai des personnes dans l'équipe où vraiment ils font des trucs incroyables, tu vois. Et donc, il faut les deux types de profils, quoi. Et inversement, tu vois, moi, je suis très, par exemple, je suis très carré financièrement. Enfin, tu vois, j'aime bien tout ce qui est chiffres, quantitatifs, etc. Et c'est là-dessus que, tu vois, j'essaie de me baser un maximum pour prendre des décisions. Mais en fait, c'est tout aussi bien parfois aussi d'avoir, tu vois, une personne en marketing qui me dit, ouais, mais en fait, Amna, il n'y a pas juste les chiffres, réfléchis aussi à l'impact client, à la perception, tu vois. Et donc, moi, j'adore en fait le fait de bosser avec des gens qui sont pas exactement comme moi. Complètement. Et sur l'aspect résilience, t'as le sentiment que c'est quelque chose que tu as travaillé parce que t'as dû traverser plusieurs phases difficiles et tu t'es aperçu que à chaque fois, t'es arrivé finalement à trouver des solutions, à te relever, alors Ouais, qu'au début, ton cerveau, il voit juste le point noir et t'as l'impression que ce point prend toute la place et qu'il n'y aura rien après. Et en fait, tu t'aperçois qu'à chaque fois, tu rebondis puis que tout va très bien. Est-ce que c'est la succession de ces mémoires qui te donne aujourd'hui cette résilience, ou bien est-ce que c'est aussi peut-être ta capacité à te fixer régulièrement des défis? On a parlé de celui du sucre, on a parlé de celui du marathon, et puis il y en a plein d'autres. Là, le sommet que tu voulais faire, tu as l'air d'avoir ce mindset de dire, ok, bah, chaque année ou chaque trimestre, je me fixe un nouveau défi, et puis je mets tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Et donc, quelque part, ça entraîne aussi ta capacité à faire face aux embûches, à sortir de ta zone de confort, à élargir ta zone de confort. Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis de développer ce super pouvoir? je pense qu'il y a un mix des deux parce que clairement, au plus tu vis des difficultés, au plus, si tu veux, ça devient un moment, tu vois, chaque embûche entre guillemets. J'ai trouvé une solution et tu vois, et voilà, au final on s'est relevé, tu vois, les choses se sont bien passées, etc. Donc ben, la prochaine fois je me sens plus forte parce que je sais que la dernière fois on a trouvé une solution et que ça s'est bien passé, alors que c'était aussi un peu la crise, tu vois. Donc je pense que l'expérience t'aide, c'est sûr, tu vois. Au début, quand tu démarres, ouais, premier problème, t'es là, waouh, tout s'effondre, comment je vais faire, etc. Puis en fait, à force
à force de, tu vois, d'avoir des challenges, tu finis par les relativiser. Et tu vois, aujourd'hui, je traite plus les challenges qui se posent devant moi de la même manière. Il y a des trucs où c'est pas très grave, tu vois. Je sais pas, moi, imagine un client met un mauvais rating sur Quasi Demi. Ça peut arriver. À l'époque, vraiment, je voyais un mauvais rating sur Quasi Demi, je dormais pas de la nuit, tu vois. Vraiment, j'étais là, waouh, ce client, il faut l'appeler, il va falloir travailler ici. Tu vois, je prenais le feedback méga personnellement, alors que c'était un feedback particulier, tu vois, mais j'allais genre limite créer un projet autour de comment est-ce qu'on peut répondre à cette critique, etc. Aujourd'hui, bah, tu vois, je me dis, bon, ben voilà, il y a une critique, très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? On les améliore, mais tu vois, déjà, dans la plupart des cas, c'est plus moi qui répond aux clients. Mais donc, c'est un petit problème, tu vois, c'est pas un gros problème. Et j'ai réduit, si tu veux, l'attention et l'ampleur que je pouvais donner à un petit problème. Après, c'est pas la même chose si tu as 50 clients qui mettent un mauvais rating parce que, je sais pas moi, ton système logistique va pas bien, tu vois. Là, c'est un gros problème. Il faut vraiment que j'y accorde du temps, tu vois. Donc, important de, tu vois, donner l'attention nécessaire en fonction du type de problème. Et puis après, il y a des gros problèmes. Et là, clairement, tu vois, il faut que je sois là, que j'y mette beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, etc. Donc, tu vois, il faut bien mesurer l'ampleur de la problématique. Et après, de manière générale, comme je te dis, je pense qu'avec les années, j'ai aussi appris à relativiser, tu vois, et à me dire, bah, au pire, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Je vais pas me retrouver si imagine demain tout s'arrête. Je vais pas me retrouver à la rue. J'ai quand même acquis une certaine expérience. Je sais que je vais pouvoir retrouver du travail. Je vis déjà dans une maison, tu vois, que j'ai pu acheter avec mes années de boulot, etc. Donc, je me retrouve pas sans toit. J'ai la chance d'avoir quand même construit un carnet d'adresses avec des gens qui pourraient m'aider. Enfin, tu vois, en fait, t'es pas sans rien, quoi, tu vois. Alors oui, ce serait très triste qu'il se passe quelque chose pour ma boîte et je ne le souhaite vraiment pas parce que je suis super attachée, c'est mon bébé, tu vois, c'est le projet que dont je rêve depuis que je suis toute petite. Mais voilà, je pense que tu t'en remets, quoi, tu vois, et ce sera peut-être pour faire autre chose, euh, ou je ferai peut-être moins d'erreurs, ou tu vois, je profiterai du fait que justement j'ai acquis une expérience pour pouvoir répéter les choses qui ont bien fonctionné, ne pas reproduire les erreurs que j'ai faites. Donc, tu vois, je pense que cette relativisation aide. Et alors, pour le deuxième point, oui, je pense que, tu vois, je fonctionne par objectif et je suis assez carrée, tu vois, et s'il y a un problème qui se montre devant moi, on va faire un plan d'attaque et puis après on va faire ce qu'on peut pour y arriver, tu vois. Et un peu comme si je devais aller grimper une montagne, ben, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. Et tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui se donne à fond, qui se décourage pas facilement. S'il faut que je bosse dur, s'il faut que je fasse certains sacrifices, s'il faut que je prenne mon téléphone pour passer à certains coups de fil qui sont pas toujours les coups de fil les plus plaisants, etc. Je vais le faire, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, le fait que je me donne les moyens systématiquement quand j'ai un truc en tête, ça aide aussi, tu vois, parce que je peux pas culpabiliser après en me disant ah ouais, mais là, en fait, t'aurais pu faire ci ou t'aurais pu faire ça, tu vois. Je suis plutôt du style à essayer de tout faire à fond, de me donner à du 2000%. Et donc, ouais, il n'y a pas ce sentiment de culpabilité de ah ouais, mais j'ai pas assez bossé ou j'ai pas assez facile comme ça, etc. Tu vois, je suis plutôt en mode bon, ouais, j'y vais au bulldozer et je fais ce que je peux, quoi. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Et du coup, ton associé, c'est ton mari. Ça fait quoi, du coup, de travailler en couple? C'est quoi ta vision du couple? Écoute, ça fait quoi de travailler en couple? C'est cool parce que, bon, en tout cas pour nous, ça a toujours super bien fonctionné. Je pense qu'on a une manière de travailler assez similaire, tu vois. Donc on arrive à bien collaborer, on se respecte très fort, tu vois. Donc moi j'adore avoir son avis, lui adore avoir le mien. On bosse pas sur les mêmes sujets, ça c'est quelque chose qui est important, tu vois. On a vraiment chacun nos responsabilités dans la boîte. Donc tu vois, typiquement le marketing c'est moi et lui il va pas toucher au marketing. Alors il va de temps en temps, tu vois, si moi j'ai une question, il va me donner son avis ou tu vois, de temps en temps il participe à un meeting et c'est cool d'avoir un avis externe. Mais par contre c'est moi qui prends toutes les décisions. Par contre, l'aspect logistique, ben, c'est lui qui gère tout et je vais pas commencer à bosser dessus et à, tu vois, faire son travail à sa place et tout, parce que ça marche pas. Vraiment, on l'a essayé au début. Au début, il y avait pas de rôle qui était bien défini. Et en fait, c'était une catastrophe, tu vois. Donc, ça fonctionnait pas. En plus, c'était pas efficace parce que
De un, on refaisait, tu vois, 2 fois parfois le travail parce qu'on bossait sur les mêmes sujets. De deux, dans l'équipe, ils savaient pas qui était responsable. Donc, tu vois, tu avais le marketing manager, il me demandait, ah, c'est quoi le budget ce mois-ci et quelles sont les actions. Et puis après, en fait, Alain disait, ah, mais non, on va pas faire comme ça. Et tu vois, et en fait, le manager, il savait juste plus qui écouter ou comment faire. Et donc, à un moment, on a vraiment dit, OK, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, et toi, tu prends ça, et moi, je prends le reste, tu vois. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on ait bien nos responsabilités, à la fois, tu vois, pour nous, personnellement, on sait ce qu'on doit faire chaque jour, mais aussi pour l'équipe, que ce soit bien clair qui est responsable de quoi, ça aide vraiment beaucoup. Et alors le gros avantage, tu vois, c'est que on est un couple, on est meilleurs potes, tu vois, donc on se dit tout. Si à un moment je pense quelque chose, je vais lui dire, tu vois, je vais pas réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir lui communiquer ça. Je vais devoir mettre un meeting et tout. Genre nous, tous les jours, fin de journée, on est ensemble et on communique sur tous les sujets, on se donne des feedbacks, etc. Donc la communication est hyper facile. Alors, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est comment vous faites la part des choses? Est-ce que à telle heure vous arrêtez de parler de quasi demi? Et la réponse c'est non, tu vois, ça fait partie de notre vie. On aime beaucoup ce qu'on fait. Si de temps en temps, tu vois, moi je commence à parler de quasi demi et Alain n'a pas envie d'en parler, il va me le dire, il va me dire ouais là, parlons d'autre chose. J'ai une dure journée, j'ai pas envie, tu vois. Mais sinon, en fait, le fait aussi qu'on bosse sur des sujets qui sont différents fait qu'on est hyper curieux, tu vois. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il a fait à la fin de la journée. Quels sont les trucs qu'il a mis en place et inversement, tu vois, bien plus que quand il bossait chez McKinsey où il bossait pour un client, tu vois, tierce qui était même pas, enfin, tu vois, c'était même pas sa propre boîte, tu vois. Donc là, je faisais semblant que je m'intéressais parce que ça lui faisait plaisir, mais c'est pas la même chose, tu vois. Donc non, on est hyper complices, on communique super bien. Quasi demi, c'est notre bébé à tous les deux, donc ça fait partie de notre vie et on se soutient dans les moments compliqués, mais aussi, tu vois, on fait la fête ensemble quand il y a des victoires. En fait, et ça nous a aussi aidé, tu vois, le fait de bosser ensemble, ça nous a aidé, je pense, à aussi mieux collaborer sur le plan perso, tu vois. Donc on communique, on est un couple qui communique beaucoup, qui est très transparent. On se prend, en fait, un autre avantage, c'est qu'on se prend jamais la tête. Vraiment, dans notre vie perso, on se prend jamais la tête, mais parce qu'on a tellement de trucs, si tu veux, à gérer, etc., avec quasi demi, qu'on n'a juste pas du tout envie de commencer à, tu vois, se rajouter des complications dans notre vie perso. Donc, on se dispute vraiment jamais, tu vois, alors qu'il y a des couples, ils ont besoin de ça pour, tu vois, parfois un peu pimenter le truc et tout. Nous, on n'est pas du tout comme ça, quoi. Nous, on a déjà assez de travail avec, tu vois, quasi demi. On n'a pas envie de commencer à se créer des ennuis inutilement dans notre vie perso. Donc, je trouve que c'est vraiment une formule qui marche bien. On se dit souvent que si un jour on relancerait une boîte, on pourrait le refaire à deux parce que tu vois, à partir du moment où tu as un bon binôme, ça marche bien. Et après, c'est marrant parce qu'ici, je suis au ski avec une copine qui m'entend faire des calls, tu vois, pro de temps en temps. Et elle me dit, c'est marrant, mais tu parles pas du tout avec Alain de la même manière que quand je vous vois à deux, tu vois, dans le week-end ou quoi. Vous êtes hyper pro, tu vois. Et c'est vrai qu'on a aussi appris à travailler ensemble et à être pro, tu vois. On n'est pas en train de se faire des câlins et en train de, tu vois, de se faire des blagues et etc. quand on bosse, quoi. Tu vois, on est sérieux. On bosse de manière pro, on a des discussions qui sont pro, on se dit les choses s'il faut qu'on se dise les choses, tu vois. Donc, on a aussi appris à, si tu veux, gérer notre relation pro d'une manière et notre relation perso d'une autre, quoi. Mais c'était assez marrant d'avoir l'analyse de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est la première fois qu'on me dit, mais en fait, vous parlez pas du tout de la même manière au bureau ou pas au bureau, quoi. Vous êtes beaucoup plus, ouais, beaucoup plus direct, carré, etc. dans votre communication pro, quoi. Ouais, donc tu as quand même deux postures cognitives. C'est marrant parce que moi, tu vois, initialement, ça aurait été horrible d'imaginer bosser avec ma femme. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'avais besoin de mon espace. Ouais, tu vois, j'avais besoin de me sentir, d'avoir ma vie et puis notre vie de couple, de séparer les deux. Et puis ça me semblait mortifère. Et aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente du couple. Et justement, je la vois au contraire comme mon associé, partenaire dans le crime. Et puis elle a ses forces, j'ai les miennes.
et aussi nos champs de compétences, les choses qu'on aime faire, plus ou moins faire, et on se complète hyper bien. Et donc, je vois vraiment maintenant notre couple, notre relation et puis notre façon de travailler ensemble comme un organisme vivant où chacun a ses spécialités et puis contribue à ce que le tout et la somme des parties soit plus fort et rayonne. Et donc, on n'est pas en train d'essayer de calculer qui fait quoi, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre pour permettre à l'ensemble conforme de rayonner et de mieux fonctionner. Et ça, ce mindset, il nous permet de travailler ensemble sur certains sujets pro, mais aussi, et comme tu le dis très bien, de régler notre vie personnelle, la gestion de nos projets, de conflits éventuels avant même qu'ils surviennent, parce qu'on a mis en place des systèmes de communication hyper efficaces. Et d'ailleurs, tu vois, en tant que CEO de start-up, tu fais souvent des boards, etc., avec tes investisseurs, avec tes associés. Et donc, tu as quand même ces moments où tu regardes un petit peu ce que tu as fait par le passé, quels sont les projets à venir, comment est-ce que tu les dessines, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme ressources pour les atteindre. Et cette capacité à faire des bilans, à observer ce qui se passe, à savoir où on veut aller et à influer sur la courbe de ton destin, c'est quelque chose que j'appliquais et que j'ai l'impression qu'on applique très peu à titre personnel. Et maintenant, je l'applique déjà à moi à titre personnel. Donc, je fais aussi ces bilans. J'en fais beaucoup, de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et on le fait aussi à l'échelle du couple. Donc, une fois par mois, on se pose et puis on réfléchit un petit peu à ce qu'on a envie de faire, au projet qu'on a envie, à l'éducation qu'on a envie de donner à notre fille, aux points de tension qu'il peut y avoir aussi, qui sont encore sous laminaires, tu vois, qui sont pas encore Ouais. très importants, pas suffisamment importants que pour générer une dispute, mais qui malgré tout commencent à créer des petites frustrations, des petites résistances. Et du coup, on désamorce tout ça avant même que ça devienne des vrais sujets, tu vois. Et je trouve que il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire entre l'entrepreneuriat et la vie personnelle. Et pour devenir entre guillemets entrepreneur de sa vie et Ouais. Ouais, mettre c'est très plus de vrai. conscience dans ce qu'on fait. Tu vois, on parlait au tout début du podcast de la gestion du temps, etc. Mais déjà observer la façon dont ton énergie se dépense au cours de ta journée, pas seulement vis-à-vis des différentes sources, c'est-à-dire LinkedIn, etc. Mais plutôt et ben quand je fais ça, ça me donne de l'énergie. Par contre, quand je fais ça, ça me draine de l'énergie. Peut-être que ce qui me draine de l'énergie, je pourrais le déléguer. Peut-être que d'ailleurs un collaborateur, dans le cas de l'entrepreneuriat ou dans le cas de mon couple, peut-être que ma femme, elle aimerait bien le faire. Tu vois, par exemple, elle adore faire la vaisselle et passer l'aspirateur. C'est des moments un peu méditatifs pour elle. Et par contre, elle déteste faire les courses et préparer à manger. Moi, à l'inverse, j'adore préparer à manger et faire les courses, mais j'aime pas passer l'aspirateur et faire les lessives, tu vois. Et donc, on se Ouais. complète hyper bien là-dedans, tu vois. Et si on avait cherché juste un équilibre parfait de la répartition des tâches parce que ça fait moderne, etc. Et puis l'homme machin, etc. Et ben, en fait, on aurait tous les deux drainer de notre énergie sur des choses qui nous plaisent pas forcément, alors qu'en discutant de façon un peu plus intelligente, on s'est aperçu qu'il y avait une voie du milieu qui permettait à chacun d'utiliser ses forces à bon escient. Non, non, c'est clair, il y a aussi une séparation des rôles qui se fait dans la vie de couple, tout comme ça doit être le cas quand t'es associé, c'est clair. Est-ce qu'il y a des petits hacks que tu utilises au quotidien qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel? T'as Euh, cité du sport déjà le matin. ouais, clairement, le sport. Qu'est-ce que j'ai comme hack du quotidien? Bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez organisé, tu vois, donc tous les jours, j'ai une to-do avec les trucs que je veux faire en mode, tu vois, quick task, vraiment les trucs rapides qui doivent être terminés ce jour-là, et puis les tâches plus longues, tu vois. Et en général, je me fixe d'avoir une tâche plus longue qui doit être faite, et puis après, les petits trucs du quotidien. Les tâches plus longues, c'est parfois vraiment des gros projets, tu vois, donc ça prend du temps, mais donc je suis très organisée. Chaque jour, j'ai ma to-do. À la fin de ma journée, je veux avoir fini cette to-do, et je la regarde très souvent en me disant, est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer, tu vois, et donc, en fait, régulièrement, la moitié de ma to-do, je peux la déléguer, donc c'est vraiment un exercice que je fais quotidiennement, c'est de voir, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je peux donner des responsabilités à d'autres personnes de l'équipe. Donc ouais, je dirais que je suis assez organisée dans mon travail. Je prends beaucoup de notes aussi, tu vois, de manière générale, sur tous mes meetings, sur mes réflexions. Donc, tu vois, je travaille avec Notion, qui est un tool, un peu une espèce de Wikipédia d'entreprise, où ouais, je documente tout. Donc, je suis très structurée, de sorte que je retrouve vite de l'information si j'en ai besoin, parce que tu vois, au final, les discussions, j'en ai parfois 10 par jour. Clairement, il y a un truc qui peut m'échapper, donc ouais, je prends bien note. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye de pas être sur mon téléphone avant de dormir.
mais plutôt de lire un bouquin. Tu vois, quitte à lire 10 minutes, au final, je sens vraiment de nouveau que la qualité de mon sommeil est meilleure et je m'endors pas avec du pro en tête, mais avec, tu vois, un bouquin, une histoire en général, tu vois, parce que j'ai plutôt tendance à écouter en audiobook des trucs business, parce que, tu vois, je fais ça alors du coup pendant des courses ou quand je suis dans un trajet ou quoi, mais par contre, avant de dormir, je lis plus des histoires, tu vois, enfin, ou un truc qui me fait un peu rêver, comme tu vois des biographies, style celle de Mike Horn, des trucs comme ça, mais vraiment un truc qui va pas me faire penser à tu vois, au management, enfin tu vois, pas des bouquins de management, des bouquins business et tout, un truc qui va me faire déconnecter, parce que sinon je peux avoir tendance à ressasser 10 000 trucs pendant les 2 heures qui vont suivre et à pas réussir à m'endormir, donc voilà. Et puis ouais, franchement, moi j'ai des hacks, j'ai une routine qui est assez carrée, quoi. Tu vois, je suis une lève tôt, donc je déteste me lever à 10 heures et tu vois commencer ma journée à 11 heures. Non, même le week-end, je fais pas de grasse mat. Je me lève tôt de sorte que je peux profiter vraiment à fond. J'ai tendance à commencer ma journée avec du sport, puis un bon petit déj où je fais gaffe de nouveau à pas prendre un petit déj trop sucré. Je prends des compléments alimentaires tous les matins, tous les soirs pour vraiment bien m'assurer que j'ai pas de carence, que je suis au top de mon énergie, et je fais des bilans sanguins pour ça tous les 6 mois. Donc je prends vraiment pas n'importe quoi. Je prends sur base des besoins, et je prends des choses qui sont adaptées à mon propre corps. Et puis j'essaie d'arriver aussi avant tout le monde au bureau pour avancer sur, tu vois, faire un peu du deep work, en fait, avancer sur certains sujets où je sais que j'aurai pas le temps pendant la journée, quoi. Et ça dépend un peu. J'ai pas forcément un type de sujet spécifique, mais j'aime bien être au bureau avant d'être dérangée. Tout comme j'aime bien bosser le soir aussi, parce que j'ai pas de Slack, j'ai pas de mail, il y a pas quelqu'un qui vient frapper à mon bureau, il y a pas de meeting, etc. Donc ouais, je dirais une bonne organisation professionnelle et bonne routine à la fois sportive et santé. T'es suivi pour la partie analyse de sang et compléments alimentaires? Ouais, ben via mon père. J'ai la chance Ok. d'avoir un père, tu vois, qui s'y connaît à fond là-dedans. Donc c'est lui qui me fait mes prises de sang avec des bilans sanguins qui sont quand même bien sophistiqués. Et puis c'est lui qui me fait toutes les recommandations. Donc j'ai de la chance. Ouais, c'est trop cool parce que, enfin, moi j'adore cette approche qui en train d'émerger, qu'on appelle médecine fonctionnelle, où justement on s'intéresse Ouais, plutôt tout à fait. à la prévention qu'à la Mhm. pathologie, plutôt aux causes qu'aux symptômes, et on essaie justement de modifier les stratégies alimentaires, la complémentation, etc., avant d'avoir recours à des armes allopathiques. Et qui ont plutôt tendance à masquer les symptômes plutôt qu'à régler et à solutionner les causes. J'ai à cet égard enregistré plusieurs épisodes avec le docteur Georges Mouton, qui est luxembourgeois belge, donc de ton côté, et avec qui d'ailleurs je vais bientôt sortir une masterclass sur la génomique, donc la façon dont tu peux modifier certains choix alimentaires Ouais. en comprenant certaines variantes de gènes, donc notamment sur ApoE, DIO2, etc. Et bref, je trouve ça hyper intéressant. Et donc moi-même, je suis client, on va dire, de ce type d'approche. Et donc 2 fois par an, je fais aussi des analyses de sang et je me supplémente en conséquence. Et j'ai vraiment vu un gros changement en termes de vitalité, d'énergie. En plus, moi, j'aime bien les biofeedbacks, donc je suis un peu la variabilité de ma fréquence cardiaque Ouais, c'est top et ça. ce genre de choses. Et je vois vraiment l'impact de cette approche sur tous mes marqueurs, tu vois. Donc ça se vérifie à la fois par mes marqueurs sanguins, par mes biofeedbacks et par mes ressentis personnels au cours de la journée. Et je pense que quand on a envie justement d'avoir des vies un peu hyper intenses où tu es à la fois entrepreneur, en même temps Ouais, c'est sportif, en important, même c'est temps que sûr. tu travailles ta croissance personnelle. Moi, j'ai en plus une famille, etc. Bon, bah toi, tu as un mari, c'est déjà beaucoup aussi. Et ben, je pense que c'est un peu comme si tu marchais sur des lignes de crête, tu vois. J'aime bien ces métaphores avec la montagne, avec l'alpinisme que j'apprécie par ailleurs. Et donc, tu es vraiment en équilibre entre les deux et tu peux vraiment exulter et être au meilleur de ton potentiel, mais la chute, elle est aussi assez proche, tu vois, parce que la ligne de crête, elle est pas Ouais. large. Mhm. Donc tu dois aussi euh, essayer de maîtriser au maximum tous les stresseurs qui peuvent arriver dans ta vie pour choisir tes sources de stress. Parce qu'en fait, la charge cognitive, même si elle te fait kiffer, c'est du stress. Le sport, même si tu adores ça, c'est du stress, etc. Tu vois. Et donc, pour
pouvoir donner le meilleur de toi là-dedans, et ben il faut qu'à côté de ça, les polluants, les statuts micronutritionnels, la qualité de ton alimentation, la qualité de ton sommeil, de ta récupération, de tes relations sociales, etc., soient au maximum maîtrisées, qualitatives. Tu parlais de l'organisation, c'est aussi quelque chose qui t'évite de dépenser énormément de charges émotionnelles, Ouais. de charges intellectuelles, à se demander qu'est-ce que je vais faire, le fait d'avoir des Ouais. process, etc. Moi, tu vois, on me demande, enfin, je trouve que on me demande comment je fais pour être aussi discipliné, mais je trouve que la discipline, c'est le plus facile. C'est grâce à ça que t'as pas besoin de te demander à chaque fois est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Non, c'est cadré, tu vois, Ouais, c'est tu te comme poses ça, moins de et questions, tu te c'est poses moins de clair. questions, et c'est beaucoup beaucoup plus facile que de se demander tous les jours, ah tiens, est-ce que je vais aller courir, comment je me sens aujourd'hui, etc. Non, c'est bon, c'est juste calé, C'est quoi. dans mon planning, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, un sujet important sur lequel tu aurais changé d'avis ces dernières années? Oh, bonne question. En tout cas, sur tout ce qui est sport, nutrition, etc. Tu vois, j'ai eu la chance d'être éduquée là-dessus assez jeune. Donc, tu vois, c'est pas comme si je pensais qu'il fallait consommer de la viande pour avoir du fer, et puis en fait, pas forcément. Tu vois, donc ouais, tout ce qui est sport, nutrition, pas tellement. Pro, ouais, peut-être sur le pro, tu vois, en fait, on a eu un bon nombre d'années où on était un peu croissance à tout prix, tu vois. Et en fait, il fallait faire des grosses levées de fonds, il fallait investir beaucoup dans sa boîte, peu importe la bottom line, donc peu importe les résultats derrière, tant qu'il y avait des ventes, tu vois. Mais par contre, le profit, on le regardait pas. Et du coup, bah, tu vois, nous, on a fait partie de ces startups. On a quand même levé quelques millions, et où on a un peu dépensé ça à gogo, à coup de marketing un peu dans tous les sens, etc., mais sans vraiment regarder au final quel était le profit. Il y avait une perte, et tu vois, et c'était quand même une perte qui était importante, mais comme on avait des fonds, on s'en foutait, entre guillemets. Et puis il y a eu la crise en Ukraine, il y a eu l'inflation, et puis tu vois, il y a eu un peu une grosse peur sur le marché où tout le monde s'est dit, en fait, il faut qu'on investisse dans des trucs rentables. Enfin, tu vois, le monde de l'investissement a commencé à vouloir faire des trucs rentables, à plus Ouais. regarder juste la croissance. Il y a eu pas mal de grosses boîtes qui se sont aussi plantées, tu vois, des WeWork et des trucs comme ça. Ça a quand même bien secoué le marché. Tu vois, c'était des boîtes qui étaient valorisées des milliards, qui faisaient quand même pas mal de revenus, mais valorisées beaucoup trop par rapport à leurs revenus, qui cramaient du cash derrière, etc. Donc, il y a eu un espèce de retournement de marché, retournement aussi de la mentalité des investisseurs, que ce soit privés ou professionnels, type VC, PE, etc. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à, tu vois, complètement devoir changer la manière dont on opérait, et devoir faire du profit avant de faire de la vente, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus sain, tu vois. Et ça a été un peu ma réflexion, c'est que demain, si je dois relancer une boîte, je m'assurais que le business soit sain financièrement, tu vois, dès le départ. Plutôt que de faire une approche où, tu vois, on grandit, on prend tout le marché, et puis et on crame plein de cash, on est hyper dépendant de financement externe, etc. Je pense que, en fait, au plus tu as du cash, au plus tu as tendance à le dépenser n'importe comment. Ouais. Et donc, je dis pas que, tu vois, si jamais un jour je relance une boîte, je ferai pas de levée de fonds, mais je dépenserai pas mon argent de la même manière. Euh, déjà, je pense que, tu vois, moi, j'ai fait une erreur, c'est qu'on a recruté beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a eu du cash, et on s'est dit, en fait, ouais, il faut avoir une équipe, il faut avoir chaque personne doit être spécialisée, etc. Et en fait, déjà, l'augmentation de la taille de l'équipe est pas forcément venue avec une augmentation du revenu proportionnel. Et au contraire, en fait, il y a plein de gens qui faisaient moins suite au fait que, tu vois, l'équipe s'était agrandie. Et ben, avec la crise, avec tout ce qui s'est passé, etc., et avec ce focus plus profitabilité qu'on a dû faire, on a réduit la taille de l'équipe, et en fait, on n'a pas baissé les chiffres, tu vois. Donc, avec une équipe qui était 2 voire 3 fois plus grande, ouais, plutôt 2 fois plus grande, je dirais, en fait, on se rend compte qu'on peut faire tout autant, si pas plus, parce qu'au plus t'es nombreux, au plus t'as des process, au plus, tu vois, il faut faire des meetings, la communication devient compliquée, etc., tu vois. Donc, j'aurais tendance je dirais, le gros apprentissage, c'est ouais, si parfois c'est nécessaire, si tu veux, de grandir vite et de lever des fonds pour pouvoir prendre des parts de marché rapidement.
Mais par contre, je le ferai de manière beaucoup plus structurée et réfléchie que ce que j'ai fait, et en portant une grande attention à la taille de l'équipe et au profil que j'embauche. Tu vois, donc en fait, t'es mieux d'avoir une petite équipe, mais avec des stars, tu vois, dans différents sujets, et des gens qui sont capables de jongler avec différents sujets, plutôt que d'avoir, tu vois, une équipe où il y a 100 personnes et où t'as un rôle qui pouvait être fait par une personne avant et splitté en trois. Enfin, ça complexifie beaucoup de choses, tu vois. Donc, je tablerai plus sur une opération hyper lean, hyper agile, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé aujourd'hui, qui me plaît beaucoup plus parce que on est rapide, quoi, tu vois. Et quand je vois les grosses boîtes, je comprends mieux pourquoi c'est, tu vois, des escargots parfois sur certaines choses, et il y a 50 personnes qui sont impliquées et tout. Aujourd'hui, on reste, tu vois, on est 50, je pense, dans le groupe quasi 2000, donc ça reste, tu vois, une bonne équipe, mais on est beaucoup plus agile qu'il y a un an ou deux. On arrive à mettre en place des projets rapidement. En général, il y a un lead par projet, et tu vois, il n'y a pas besoin d'impliquer 50 personnes, là où ça avait été un peu le cas, quoi. Donc, je dirais gros apprentissage sur la gestion globale de l'entreprise, la gestion de l'argent. Et je pense que le contexte économique aujourd'hui, clairement, il fait pas du bien à beaucoup de gens, tu vois, et il est compliqué, mais il a amené une certaine réflexion sur le marché qui en fait est plus saine, tu vois, parce que on était arrivé dans un truc où ça devenait un peu malsain, tu vois, de ces valos gigantesques, ces fonds gaspillés, dépensés un peu n'importe comment, et je pense que beaucoup de boîtes ont appris. Et ouais, je pense pas qu'on va retourner à un marché comme celui qu'on a eu il y a quelques années, quoi. Ouais, je te rassure, j'ai fait exactement les mêmes erreurs que toi. Et puis, il faut dire aussi que les VC te poussent un petit peu à la faute dans le sens où tu passes d'une boîte bootstrappée où la contrainte crée l'innovation parce que t'as pas de cash et tu dois être créatif, à une boîte donc plutôt une gestion bon père de famille où t'es vraiment focus impact et résultats, Ouais. à une boîte où tu dois du jour au lendemain passer en mode hyper croissance et puis tu recrutes à tour de bras pour devenir leader en Europe, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que ça te coûte une blinde, que c'est pas bien maîtrisé parce que les process sont pas toujours bons, etc. Et puis comme tu as plein de cash, et puis en plus, je sais, enfin, tu as souvent un effet levier avec ta levée de fonds côté dette, et donc après, tu te retrouves à devoir rembourser des tonnes de fric sur cette partie-là, enfin, et à peu rationaliser tes PNL à la fin parce que tu dis que ouais, tu as quand même progressé en chiffre d'affaires, mais et du jour au lendemain, après les successions de crises, tout d'un coup, tu dois devenir rentable, et là, ça te permet de te Ouais. refocus sur tes fondamentaux qui étaient ceux qui t'ont permis à la base de réussir. Et je trouve que tu retrouves, et comme tu le dis, une forme de sérénité à ce type de gestion qui est en réalité beaucoup plus saine. Donc ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu aimerais transmettre à tes enfants lorsque tu en auras? Euh, En fait, je pense que tu vois, j'aimerais, sans pour autant les forcer à devenir entrepreneur, parce que je pense que tu vois, chacun doit trouver sa voie et tout le monde n'a pas forcément envie d'être entrepreneur. J'aime bien le mindset de l'entrepreneur, tu vois, qui se met pas vraiment de limites, pour qui, tu vois, tout est possible. Il y a le laisser-erreur qui est important. Et en fait, tu apprends beaucoup de choses aussi grâce à l'entrepreneuriat. Tu vois, donc j'aimerais bien réussir à leur inculquer un peu l'esprit entrepreneuriat, parce que je trouve il a beaucoup de valeurs, tu vois, genre t'oses, c'est très social, tu vois, tu parles beaucoup, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas, t'es pas en solo où tu l'aimes et alors ça fonctionnera vite, pas super. Donc c'est très social. Euh, T'apprends, tu vois, aussi à t'exprimer, t'apprends à négocier. Donc, tu vois, il y a plein de valeurs, en fait, autour de l'entrepreneuriat. T'apprends à parler aux gens, tu vois, pas forcément les gérer, tu vois, mais à comprendre quelles sont leurs émotions, à avoir de l'empathie pour les gens. Donc, ouais, en fait, j'aime bien, si tu veux, toutes les valeurs que tu dois apprendre autour de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu peux appliquer aussi dans ce que tu apprends ensuite à tes enfants, tu vois. Et c'est pareil un peu pour tout ce qui touche au sport, tu vois. J'aimerais bien aussi réussir à leur inculquer ce mindset gagnant, tu vois, en mode, voilà, le mental, en fait, joue beaucoup, tu vois. C'est pas juste, ouais, c'est dur physiquement, etc. Non, en fait, ton mental, souvent, on dit dans l'effort sportif que quand ton corps dit stop, en fait, ton mental peut encore faire 80% du travail. Mmh. Et tu vois, j'aime bien ce mindset-là en mode gagnant, on peut le faire, on est ambitieux. Et donc, ouais, je pense que on est tous les deux entrepreneurs, Alain et moi, tu vois. Donc, je crois que
ce sera plus facile à léguer comme valeur à nos enfants que si on l'était pas. Il y a un invité de ce podcast qui m'inspire énormément, qui s'appelle Nicolas Aignan, et avec ses enfants, ils ont aux alentours de 10 ans, il en a 3, et donc il a acheté une maison avec une petite châtaigneraie, et donc ses enfants s'occupent de la châtaigneraie, ramassent les châtaignes, vont les transformer dans un petit labo à côté, font des pots de crème de châtaigne, 500 pots je crois cette année, collent les étiquettes, etc. dessus, et les puis ils vont vendent les vendre. en mode micro-production. Mais tu vois, ça Et c'est donc top. c'est incroyable, tu vois, et quand tu vois tout ce qu'ils ont appris à la fois sur le côté artisanal, parce qu'il y a quand même le temps en nature, etc. à faire, et puis sur le marketing, sur la vente, sur la comptabilité. Enfin, quand tu vois toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir grâce à ça à 10 ans, et en plus la fierté après de gagner 200 balles ou 300 balles à leur âge par Tu eux-mêmes, comprends la c'est valeur de incroyable. l'argent. Ouais, Exactement. non, c'est clair, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Bon, écoute, je sais que tu as un engagement là juste après. Je te propose de terminer ce podcast par une petite recommandation d'invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project. Bonne question. Qui est-ce que tu pourrais inviter? T'as des gaps, t'as des gens des sujets sur lesquels t'aimerais bien avoir des orateurs? Écoute, moi je m'intéresse de façon hyper holistique au potentiel humain. Si tu as quelqu'un à me recommander qui soit vraiment calé en épigénétique, ça m'intéresse. Mais donc c'est assez spécifique. Bah, tu pourrais interviewer mon père en vrai. Qui s'y connaît quand même pas mal là-dessus, qui s'y connaît aussi beaucoup sur les aspects, tu vois, nutrition, prévention, etc. Franchement, il est passionnant et il aime beaucoup parler. Donc, tu auras du mal à placer tes questions. Mais Ok. ouais, il est assez intéressant. Et il s'intéresse au sujet lié à la prévention depuis vraiment des années et des années. Donc, ouais, lui pourrait être intéressant. Après, je réfléchis en termes d'entrepreneuriat qui est pas mal. Je sais pas si tu connais la marque de vélo Cowboy. Les vélos Ouais, électriques, carrément, j'ai même Tanguy. investi dedans dans leur premier tour. Bah, voilà, tu vois, Tanguy Goretti, un des fondateurs, est un très bon copain et c'est un mec qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Il a eu d'autres boîtes avant. Il a eu une boîte qui s'appelait Take It Easy, qui était un peu l'équivalent de Deliveroo en Belgique, qui a super bien fonctionné, mais où on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues, etc. Et donc l'affaire s'est un peu écroulée. Et tu vois, on parlait de résilience, mais lui, on a fait preuve parce qu'il a relancé Cowboy derrière, qui est pour moi genre vraiment Un un super hyper succès. beau produit, super Ouais. succès, etc. Et c'est un mec qui il a un spirit et une volonté de ouf. Tu vois, c'est un grand sportif, mais il a quelques problèmes de santé aussi. Donc tu vois, Trop cool. c'est un battant quoi. Donc franchement super personnel en tout cas, je te recommande. Ouais, bah écoute, vu le descriptif, je vois déjà pas mal de sujets de discussion intéressants. Si tu peux nous remettre en relation, ça serait Bah, super écoute, chouette. avec plaisir. Pour ceux qui ont envie de te retrouver, ils peuvent te suivre sur LinkedIn où tu partages plein de posts inspirationnels autour du bien-être, de la santé, de l'entrepreneuriat, du consommer mieux. Et puis évidemment sur Casidomi, sur laquelle je vais aller faire un tour demain pour faire ma première commande. Génial, super. Ben, un tout grand merci. C'était vraiment sympa de discuter de tout ça. Merci beaucoup Emna, et puis bah bonne sortie de ski alpiniste aujourd'hui. Merci, salut, à bientôt. À bientôt, bye.